Le millionnaire ruiné n'attendait plus que la mort, assis dans un coin perdu du Massif central, quand une mendiante lâcha la bombe finale. On vous a donné 300 millions. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur jusqu'à présent. Votre participation est ce qui fait grandir cette chaîne. Et profitez-en pour vous abonner, car la fin de cette histoire a un rebondissement si énorme que même un feuilleton télévisé n'oserait pas le montrer. L'eau coulait sur les mains calleuses de Cassien Brandt tandis qu'il frottait une autre assiette crasseuse dans l'évier du restaurant. La vapeur montait de la vaisselle chaude, embuant ses lunettes rayées, ces mêmes lunettes qui avaient un jour orné les couvertures de magazines internationaux, quand on l'appelait un génie, un visionnaire, l'homme qui voyait l'avenir avant qu'il n'arrive. Maintenant, à 52 ans, Cassien n'était qu'un fantôme de plus perdu dans les entrailles de Paris, dans ce quartier oublié du 20e arrondissement où le temps semblait s'être arrêté dans les années 80. Le bistrot de l'Étoile du Sud n'avait jamais été luxueux, mais des décennies plus tôt, il possédait une certaine dignité. Cassien se souvenait du jour où il y avait mis les pieds pour la première fois, il n'avait que 23 ans, venait de terminer ses études d'économie et portait dans les yeux l'éclat de celui qui croyait pouvoir changer le monde. C'est sur ces tables en formica que lui et Éric Saldana, son ami depuis le lycée, avaient scellé leur premier accord. 50 000 € empruntés au père d'Éric, investis dans les actions d'une entreprise technologique que personne ne connaissait. 6 mois plus tard, ils avaient transformé cette somme en 200 000. Le début de tout, le commencement de la légende. Maintenant, le même bistrot était sa prison silencieuse. Les tables étaient toujours les mêmes, mais le formica était fissuré. Les chaises bancales. L'odeur de vieille friture imprégnait chaque recoin, et Cassien, qui avait autrefois dirigé des réunions avec des milliardaires à Londres et à New York, servait désormais du café réchauffé à des chauffeurs routiers et des livreurs qui levaient à peine les yeux vers lui. Personne ne le reconnaissait, et c'était peut-être mieux ainsi. La chute avait été spectaculaire. Prometheus Capital, l'entreprise qu'il avait fondée avec Éric et 3 autres associés, était vénérée sur le marché financier mondial. L'algorithme que Cassien avait développé pendant 15 ans était considéré comme quasi prophétique. Il anticipait les risques systémiques, identifiait les failles cachées dans des investissements complexes, prévoyait les fluctuations avec une précision effrayante. De grands fonds d'investissement payaient des fortunes juste pour avoir accès aux analyses de Prometheus. Des gouvernements consultaient ces rapports. Cassien Brandt était le nom que tous murmuraient avec respect et envie. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. C'était un mardi de septembre. Cassien se souvenait de chaque seconde. Il était à Zurich, en train de conclure un accord de 200 millions de dollars avec un consortium européen. Quand il a atterri à Paris, son téléphone a explosé d'appels. Le fonds principal de Prometheus avait subi des pertes catastrophiques. 320 millions d'euros évaporés en moins de 48 heures. Des investissements que l'algorithme n'aurait jamais approuvés. Des opérations qui contrevenaient à tous les protocoles de sécurité. Des mouvements qui semblaient avoir été faits par un débutant désespéré. Mais la faute est retombée sur lui. Les actionnaires exigèrent sa tête. Les médias le transformèrent en méchant. Fraude, manipulation comptable, enrichissement illicite. Les accusations pleuvaient comme des pierres. Éric, son meilleur ami, l'homme qu'il considérait comme un frère, pleura devant les caméras en disant qu'il avait été trompé, qu'il avait fait aveuglément confiance à Cassien et qu'il se sentait maintenant trahi. Les autres associés répétèrent le même discours. Tous s'en lavèrent les mains. Et Cassien, seul, sans preuve pour le défendre, vit son empire s'effondrer. Le procès fut brutal. Ses biens furent gelés, ses comptes bloqués. L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, confisqué. L'appartement sur la Côte d'Azur, vendu aux enchères. Même sa voiture fut remorquée devant les reporters qui filmèrent tout avec un plaisir morbide. Cassien se retrouva sans rien. Littéralement rien. Il ne put même pas se payer un avocat décent. Et puis vint le coup de grâce. Laure. Sa femme, la femme qu'il aimait depuis ses 25 ans, la compagne de toutes ses victoires et défaites, ne supporta pas le poids de l'humiliation publique. Cassien la vit dépérir semaine après semaine. Elle qui avait toujours été vibrante, pleine de vie, se transforma en une ombre silencieuse.
Elle cessa de sortir de la maison, cessa de répondre au téléphone. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre du petit appartement loué où il vivait désormais, dans un quartier lointain, loin de tout ce qu'il connaissait. Un matin, Cassien se réveilla et elle n'était plus là. Elle n'avait laissé qu'un court billet écrit d'une main tremblante « Pardonne-moi, je n'en peux plus ». La police retrouva certains de ses vêtements au bord de la Seine. La conclusion fut inévitable. Laure n'avait pas supporté la pression. La version fut acceptée, classée, oubliée. Une tragédie de plus dans les journaux télévisés qui dure 48 heures. Cassien n'y a jamais complètement cru. Mais il n'avait pas non plus la force de se battre. Il était brisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant des mois, il erra dans les rues comme un mort-vivant. Il dormit dans des foyers, mangea dans des soupes populaires, fut chassé des parcs. Jusqu'au jour où, par pure ironie du sort, il passa devant le bistrot de l'Étoile du Sud. Le propriétaire, M. Antoine, un homme d'un certain âge, près de 70 ans, se souvenait encore vaguement de lui. Pas à cause des journaux, mais de l'ancien temps, quand Cassien venait là avec Éric. Il lui offrit du travail sans poser beaucoup de questions. Faire la plonge, nettoyer le sol, porter des caisses, 20 € par jour et les restes de nourriture. Cassien accepta. C'était il y a 2 ans. Maintenant, en rinçant un verre ébréché, Cassien sentait le poids de tout ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas la richesse qui faisait mal, ni le prestige, c'était la dignité. C'était se réveiller chaque jour en sachant qu'il avait été détruit pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. C'était savoir que, quelque part, les vrais coupables continuaient leur vie, peut-être même en riant de la situation. C'était porter une culpabilité qui n'était pas la sienne et ne rien pouvoir y faire. Le bruit de la porte du restaurant qui s'ouvrait le ramena à la réalité. Il était presque 9 heures du soir. Monsieur Antoine était déjà parti. Cassien devait tout fermer à clé et monter dans la minuscule chambre qu'il partageait avec 2 cafards et un matelas troué juste au-dessus du restaurant. Mais quelque chose le fit tourner la tête. Une fillette était entrée. Petite, maigre, elle ne devait pas avoir plus de 10 ou 11 ans. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux en désordre, mais il y avait quelque chose dans son regard qui attira immédiatement l'attention de Cassien. Ce n'était pas le regard d'une enfant qui demande l'aumône. Il était ferme, déterminé, presque défiant. Elle marcha droit vers lui, sans hésitation, serrant un cahier usé contre sa poitrine. Cassien s'essuya les mains sur un torchon et attendit. Il avait vu beaucoup d'enfants des rues ici. Normalement, il demandait à Monsieur Antoine de leur donner une assiette de nourriture. Mais cette fois, la fillette ne demanda rien. Elle le fixa simplement pendant de longues secondes, puis dit d'une voix calme et étrangement mature « Vous êtes Cassien Brandt, n'est-ce pas ?» Le cœur de Cassien s'emballa. Cela faisait si longtemps que quelqu'un n'avait pas prononcé son nom, qu'il avait presque oublié comment il sonnait. Il déglutit et hocha lentement la tête. « Oui, qui demande ?» La fillette ouvrit le cahier et le lui tendit. Les pages étaient remplies de chiffres, de graphiques, d'équations. Quelques notes manuscrites, d'autres imprimées et collées. Cassien fronça les sourcils sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?»« La preuve, » répondit simplement la fillette. « La preuve de quoi ?»« Qu'ils vous ont volé 300 millions. » Le monde sembla s'arrêter. Cassien sentit l'air lui manquer. Il regarda la fillette, puis le cahier, puis de nouveau la fillette. Son esprit, même après tant de temps noyé dans la douleur et l'alcool bon marché, fonctionnait encore rapidement. Cet enfant ne plaisantait pas. Il y avait trop de sérieux dans son regard. Les mains tremblantes, Cassien prit le cahier et commença à le feuilleter. Ses yeux parcoururent les chiffres, les formules, les graphiques, et puis il se figea. Il reconnut quelque chose, une structure, un schéma. C'était une variation de l'algorithme, de son algorithme, mais altéré, manipulé. Des erreurs dans les paramètres, des erreurs qui ne pouvaient pas se produire par hasard. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Cassien, la voix rauque. « De ma mère, » répondit la fillette. « Elle travaillait chez Prometheus. Elle a tout découvert. Et puis elle est partie. » Cassien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il regarda l'enfant avec attention. Elle était menue, mais une intelligence brillait dans ses yeux sombres. Ce n'était pas une fillette ordinaire. « Comment t'appelles-tu ?»« Iris. »« Et ta mère ?»« Célia Prado. »
Le nom ne lui dit rien immédiatement. Cassien essaya de chercher dans sa mémoire, mais cela faisait si longtemps. Il y avait des centaines d'employés chez Prometheus quand tout s'est effondré. Des comptables, des analystes, des assistants. Célia Prado. Le nom résonna dans son esprit. « Où est-elle maintenant » demanda Cassien, bien qu'il craignît déjà la réponse. Iris baissa les yeux pour la première fois. « On dit qu'elle a fait la même chose que votre femme, mais je sais que c'est un mensonge. » Cassien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il s'assit sur l'une des chaises bancales, tenant toujours le cahier. Iris resta debout, attendant. Il y avait quelque chose d'effroyablement mature dans sa posture, comme si elle avait déjà vécu bien plus qu'une enfant ne le devrait. « Pourquoi me montres-tu ça » demanda finalement Cassien. « Parce que vous êtes la seule personne qui peut comprendre, » répondit Iris, « et parce que ma mère a écrit votre nom avant de partir. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais vous chercher. » Cassien se passa la main sur le visage, sentant le poids d'années d'épuisement. Une partie de lui voulait rendre le cahier, renvoyer la fillette, continuer sa vie de mort-vivant en paix. Mais une autre partie, celle qui battait encore tout au fond, celle qui n'avait jamais complètement accepté la défaite, commença à se réveiller. Il ouvrit à nouveau le cahier et commença à analyser plus attentivement. Les chiffres ne mentaient pas. Il y avait là une séquence d'opérations qui n'aurait pu être exécutée que par quelqu'un ayant un accès interne au système de Prometheus. Et plus encore. Les erreurs introduites dans l'algorithme étaient subtiles, mais dévastatrices. Elles avaient été faites exprès. Sabotage. Qui d'autre est au courant ? Demanda Cassien, sans quitter les notes des yeux. Personne, juste moi, et maintenant vous. Cassien ferma le cahier et regarda Iris. Elle tremblait légèrement, remarqua-t-il. Pas de froid, mais de peur. Une peur contenue, dissimulée par cette posture courageuse. Mais elle était là. « Tu es seule » demanda Cassien, adoucissant sa voix. Iris hocha la tête. « Je vis avec une tante, mais elle me regarde à peine. Elle pense que je suis bizarre. » « Bizarre comment ?»« J'aime les chiffres. Je comprends des choses que les autres enfants ne comprennent pas. À l'école, on dit que je suis différente. » Cassien reconnut immédiatement. Il avait déjà vu cela chez de jeunes prodiges qui avaient travaillé chez Prometheus, des esprits brillants, capables de voir des schémas là où d'autres ne voyaient que du chaos. Iris avait ça, et peut-être quelque chose de plus, un trait d'Asperger peut-être, cette capacité à se concentrer intensément, à percevoir des détails invisibles pour les autres. « Pourquoi ta mère a-t-elle gardé ça ?» demanda Cassien, en désignant le cahier. Elle était comptable. Elle travaillait dans le secteur financier de Prometheus. Elle a commencé à remarquer que les chiffres ne collèrent pas. Des mouvements étranges. De l'argent qui partait sur des comptes qui ne devaient pas exister. Elle notait tout. Elle a essayé d'avertir quelqu'un, mais personne n'a voulu l'écouter. Et puis il y a eu ce qui vous est arrivé. Tout le monde disait que vous aviez volé. Et ma mère savait que c'était un mensonge. Cassien sentit quelque chose se tordre en lui. Pendant toutes ces années, il avait pensé qu'il était absolument seul, que tout le monde avait cru au mensonge. Mais quelqu'un savait la vérité. Quelqu'un avait vu. Elle a essayé de vous trouver, continua Iris, après que vous ayez quitté Prometheus. Mais vous aviez disparu. Personne ne savait où vous étiez. Et puis, elle a commencé à avoir peur. Elle disait qu'on la suivait, qu'elle avait reçu des menaces. Elle a caché le cahier avec moi et m'a fait promettre que s'il arrivait quelque chose, j'irais vous chercher. Et comment m'as-tu trouvé ? Ça fait 1 an que je cherche. J'ai demandé partout, jusqu'à ce que quelqu'un dise avoir vu un homme qui vous ressemblait travailler ici. Je suis venu vérifier. Cassien resta silencieux un long moment. Son esprit travaillait à toute vitesse, analysant les possibilités, les risques, les connexions. Si ce cahier contenait vraiment ce que disait Iris, alors il y avait une chance, une unique chance de prouver son innocence, de découvrir qui avait vraiment tout détruit, de rendre justice. Mais il y avait aussi du danger, beaucoup de danger. Si quelqu'un découvrait que cette fillette avait ces informations, elle serait en danger. Et lui aussi. « Tu as dit à quelqu'un que tu me cherchais ?» demanda Cassien, en essayant de garder sa voix calme. Iris secoua la tête. « Seulement ma tante sait que je sors pour chercher ma mère, mais elle s'en fiche. » « D'accord. » Cassien réfléchit vite. « Tu peux rester ici cette nuit.
Il y a une petite chambre en haut. Je vais te trouver un matelas, on parlera mieux demain. Iris hocha la tête, soulagée. Pour la première fois, elle ressembla vraiment à une enfant. Fatiguée, effrayée, ayant besoin de protection. Cassien la fit monter à l'étage, improvisa un lit avec de vieilles couvertures et s'assura qu'elle était en sécurité. Puis, il redescendit, ferma le restaurant à clé et retourna dans sa chambre. Il prit le cahier et alluma la faible lampe qu'il utilisait pour économiser l'énergie. Il passa toute la nuit à analyser chaque page, chaque chiffre, chaque note. Et plus il lisait, plus la vérité se révélait à lui. Ce n'était pas seulement du sabotage, c'était un plan, méticuleux, calculé. Quelqu'un avait introduit des erreurs dans l'algorithme de manière si subtile que seul un expert le remarquerait. Et puis, quand le système échouerait inévitablement, sur qui la faute retomberait-elle? Sur le créateur de l'algorithme, sur Cassien Brandt. Mais qui aurait eu un accès suffisant pour faire ça? Qui connaissait le système aussi bien que lui? La liste était courte, très courte. Eric Saldana. Le nom explosa dans l'esprit de Cassien, comme un coup de feu. Son meilleur ami, son associé, l'homme qui avait pleuré à la télévision en disant qu'il avait été trompé. Eric était la seule personne, à part lui, qui avait un accès total à l'algorithme, qui comprenait chaque ligne de code, qui pouvait manipuler sans laisser de traces évidentes. Mais pourquoi? Pourquoi Eric ferait-il ça? Ils étaient amis depuis l'adolescence. Ils avaient tout construit ensemble. Ils se faisaient une confiance aveugle, ou peut-être pas. Cassien essaya de se souvenir des mois précédant l'effondrement. Y avait-il quelque chose d'étrange dans le comportement d'Eric? Un signe qu'il avait ignoré? Il pensa aux réunions, aux voyages, aux décisions. Et puis un souvenir surgit. Des semaines avant que tout ne s'écroule, Eric avait insisté pour que Cassien se rende à Zurich. Il avait dit qu'il était essentiel de conclure cet accord personnellement, que les Européens ne feraient confiance que si Cassien était là. À l'époque, cela avait semblé raisonnable, mais maintenant, avec les pièces qui s'emboîtaient, Cassien réalisa. Eric avait besoin qu'il soit loin. Loin du bureau, loin du système, loin de tout, parce que c'est exactement pendant ce voyage que le désastre s'est produit. Cassien sentit la colère bouillir en lui, une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais avec la colère vint quelque chose de plus puissant, la détermination. Il n'était plus l'homme détruit qui faisait la plonge en échange de nourriture. Pas à ce moment-là. À ce moment-là, il était de nouveau Cassien Brandt, l'homme qui voyait des schémas, qui résolvait des énigmes impossibles, qui n'abandonnait pas. Il regarda la chambre voisine où Iris dormait, cette fillette courageuse qui avait perdu sa mère et n'avait pourtant pas renoncé à chercher la vérité. Elle lui avait fait confiance qu'il ferait quelque chose, et il le ferait. Cassien passa le reste de la nuit à planifier. Il avait besoin de plus d'informations. Il devait accéder aux anciennes données de Prometheus. Il devait trouver des preuves concrètes. Et il devait faire tout cela sans être découvert. Quand le soleil commença à se lever, il ferma enfin le cahier et s'accorda quelques minutes de repos. Mais son cerveau continuait de travailler, de penser, de planifier. À 7 heures du matin, Iris se réveilla. Elle descendit et trouva Cassien déjà en train de préparer un café simple et du pain avec du beurre. Elle mangea, en silence l'observant avec ce regard analytique. « Vous y avez cru ?» demanda-t-elle finalement. Cassien hocha la tête. « J'y ai cru, et je vais faire quelque chose. »« Quoi ? » ?»« D'abord, j'ai besoin de plus de données. Ton cahier est un début, mais ce n'est pas suffisant. Je dois accéder aux anciens registres, aux transactions, aux journaux du système. Je dois tout reconstruire. »« Comment ?» Cassien réfléchit un instant. Il y avait une personne qui pourrait peut-être aider. Raphaël Noronha. Raph. Un technicien informatique qui avait travaillé chez Prometheus les premières années avant de partir pour ouvrir sa propre boutique de matériel. Il était bon, très bon. Et contrairement aux autres, il n'avait jamais complètement tourné le dos à Cassien. « Je connais quelqu'un, dit Cassien, quelqu'un qui peut nous aider, mais je dois m'assurer que tu es en sécurité. Tu ne peux pas rentrer chez toi, pas maintenant. » Iris parut effrayée. « Pourquoi ? » ?»« Parce que si quelqu'un sait que tu as ce cahier, il voudra le récupérer. Et ils ne demanderont pas poliment. » Iris déglutit, mais hocha la tête. Elle était intelligente.
Elle comprenait les risques. « Tu peux rester ici pour l'instant, dit Cassien. Je vais parler à monsieur Antoine. Je vais dire que tu es ma nièce et que tu passes quelques jours avec moi. Ça ne le dérangera pas. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Quand monsieur Antoine arriva pour ouvrir le bistrot, Cassien présenta Iris comme sa nièce et expliqua qu'elle resterait là un certain temps. Le vieil homme haussa simplement les épaules et marmonna quelque chose comme « La famille, c'est la famille », puis retourna en cuisine. Cet après-midi-là, après le service du déjeuner, Cassien sortit. Il prit un vieux bus bruyant jusqu'à Montmartre où se trouvait la boutique de Raphaël Noronha. L'endroit était petit, coincé entre un bar et une friperie. La façade indiquait « Noronha Tech, réparation et pièces ». Cassien entra. L'intérieur sentait la soudure et les composants électroniques. Raphaël était derrière le comptoir, en train de bricoler une carte mère. Quand il leva les yeux et vit Cassien, il faillit laisser tomber son outil. « Cassien? Cassien Brandt? Salut, Raph. » Raphaël sortit de derrière le comptoir, regardant Cassien de haut en bas. Ses yeux révélaient le choc, la tristesse et quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai essayé de te chercher, mais j'ai disparu. Je sais. » Un silence gêné s'installa entre eux. Finalement, Raphaël fit un geste vers l'arrière-boutique. « Viens, parlons à l'arrière. » Ils s'assirent dans une petite pièce exiguë, entourée de boîtes de vieux matériel. Raphaël proposa un café, mais Cassien refusa. « J'ai besoin de ton aide, » dit Cassien, allant droit au but. « De quoi as-tu besoin ?»« D'un accès, aux anciens serveurs de Prometheus, aux données qui ont été archivées après l'effondrement. » Raphaël écarquilla les yeux. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est sous cette clé. Audit fédéral, enquête, tout est sous-scellé. Je sais, mais tu as toujours été doué pour trouver des failles. » Raphaël rit sans humour. « Doué, oui. Suicidaire, non. » Cassien se pencha en avant. « Raph, je n'ai pas fait ce qu'ils ont dit. J'ai été saboté. Et maintenant, j'ai des preuves. Mais j'ai besoin de plus de données pour assembler le puzzle complet. Tu es la seule personne qui peut m'aider. » Raphaël étudia le visage de Cassien un long moment. Il y avait de la sincérité, du désespoir, oui, mais aussi de la vérité. Quel genre de preuves? Cassien raconta l'histoire d'Iris, du cahier de Célia Prado, des erreurs dans l'algorithme. Au fur et à mesure qu'il parlait, il vit l'expression de Raphaël passer du scepticisme à la curiosité et enfin à une colère contenue. « Fils de pute !» murmura Raphaël quand Cassien eut terminé. « Alors c'était ça. Sabotage interne. » « Oui, et je crois savoir qui l'a fait. »« Qui ?» Cassien hésita. Prononcer le nom à voix haute rendait tout plus réel, plus dangereux, mais il n'avait pas le choix. « Éric. » Raphaël resta silencieux un long moment. Puis il se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce. « Ça a du sens, dit-il finalement. J'ai toujours trouvé bizarre la rapidité avec laquelle il a tout repris après ta chute, comme s'il était déjà préparé. »« Il l'était, » dit Cassien amèrement. « Il était préparé parce qu'il a tout planifié. » Raphaël s'arrêta et regarda Cassien. « Si je fais ça, si je t'aide à accéder à ces données, on va se frotter à des gens très puissants, des gens qui n'aiment pas être exposés. »« Je sais. Et si on se fait prendre, on va être dans une merde noire. »« Je sais. » Raphaël soupira profondément. Puis, un petit sourire en coin apparut sur ses lèvres. « J'ai toujours pensé que tu étais innocent, tu sais. J'ai travaillé assez longtemps avec toi pour savoir que tu n'aurais jamais fait une connerie pareille. Merci, Raph. Je vais t'aider, mais ça va prendre du temps, et ce sera risqué. Combien de temps? Une semaine, peut-être 2. Je dois trouver un moyen d'accéder aux sauvegardes sans déclencher d'alarme. Ces systèmes sont surveillés 24 heures sur 24. D'accord, j'attendrai. » Ils se serrèrent la main. Quand Cassien quitta la boutique, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Il retourna au bistrot et trouva Iris en train d'aider monsieur Antoine à arranger les tables. Elle le regarda avec attente. « Alors, il va nous aider. » Iris sourit. C'était la première fois que Cassien la voyait sourire. C'était un sourire timide, mais sincère. Cette nuit-là, pendant qu'Iris dormait, Cassien resta de nouveau éveillé, analysant le cahier. Chaque page révélait plus de détails. Célia Prado avait été méticuleuse.
Elle avait noté des dates, des heures, des montants exacts. Il y avait même des captures d'écran de certaines transactions suspectes. L'une d'elles attira particulièrement l'attention de Cassien. C'était un virement de 15 millions d'euros vers un compte aux îles Caïmans. La date, 2 jours avant l'effondrement. L'autorisateur, Saldanha. Cassien sentit le sang lui monter à la tête. C'était là, une preuve directe. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il en fallait plus. Il devait reconstituer toute la piste, montrer au monde exactement comment Eric avait fait, comment il avait manipulé le système, comment il avait volé des centaines de millions, comment il avait détruit des vies, et comment Cassien allait prouver tout cela, il ne le savait pas encore. Mais il était déterminé. Pour la première fois depuis des années, il avait un but. Une raison de se réveiller, une chance de rédemption, et il n'allait pas gâcher cette chance. Dehors, la ville de Paris continuait sa vie frénétique, indifférente au drame silencieux qui se déroulait dans ce bistrot oublié. Mais là, dans cette minuscule chambre au-dessus de l'Étoile du Sud, 2 vies étaient sur le point de se transformer. Celle d'un homme qui avait tout perdu et qui luttait maintenant pour retrouver sa dignité. Et celle d'une fillette qui avait perdu sa mère et qui cherchait maintenant justice. Ensemble, ils allaient commencer un voyage qui ébranlerait les fondations du monde financier, qui révélerait des secrets enfouis, qui mettrait en lumière des vérités que beaucoup préféraient garder cachées. Mais ça, ils ne le savaient pas encore. Pour l'instant, il n'y avait que de l'espoir, fragile mais réel, et parfois l'espoir est tout ce dont on a besoin pour commencer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange routine. Cassien continuait à faire la plonge à l'Étoile du Sud, gardant les apparences, tandis qu'Iris l'aidait avec de petites tâches dans le restaurant. Aux yeux de n'importe quel client distrait, ils n'étaient qu'un oncle et sa nièce partageant des moments simples. Mais au cœur de la nuit, quand le quartier dormait et que seuls les lampadaires grillés éclairaient à peine les rues désertes, la véritable mission prenait forme. Cassien avait transformé la petite chambre au-dessus du restaurant en un centre d'opération improvisé. Il avait étalé les pages du cahier de Célia sur les murs, créant une carte visuelle des transactions suspectes. Avec de la ficelle rouge, il reliait les dates, les montants et les noms, construisant une toile qui révélait le schéma de la fraude. Iris observait tout avec fascination, son esprit brillant absorbant chaque détail, posant des questions que Cassien n'avait souvent même pas envisagées. « Pourquoi a-t-il transféré ce montant spécifique ?» demanda-t-elle un soir en montrant une note de 8 200 000 euros. Pourquoi pas un chiffre rond? Cassien s'arrêta et regarda où elle pointait. C'était une excellente question. Les chiffres ronds attireraient moins l'attention lors d'audits rapides, mais ce nombre spécifique avait quelque chose de particulier. « Laisse-moi voir », murmura-t-il, prenant une vieille calculatrice que Raph lui avait prêtée. Il commença à faire des calculs, divisant, multipliant, cherchant un quelconque modèle. Et puis il vit. 8 200 000, c'était exactement 23% de 35 700 000, la valeur totale de l'un des plus petits fonds de Prometheus. C'est un pourcentage, dit Cassien, sentant l'adrénaline parcourir ses veines. Il détournait des pourcentages fixes de différents fonds. Ainsi, si quelqu'un regardait superficiellement, cela ressemblerait juste à une fluctuation du marché. Iris hocha la tête, ses yeux brillants. Malin, mais pas assez malin. Non, parce que ta mère a remarqué. La fillette resta silencieuse un moment, et Cassien vit la tristesse traverser son visage. Il avait appris, ces jours-là, qu'Iris était incroyablement forte pour son âge, mais elle restait une enfant qui avait perdu sa mère de façon brutale. Il y avait des nuits où il l'entendait pleurer doucement, essayant d'étouffer le son, mais il n'en parlait jamais. Et Cassien respectait cela, tout en restant attentif, prêt à offrir du réconfort si elle en avait besoin. Elle était très intelligente, dit finalement Iris, la voix basse. Elle a toujours aimé les chiffres, comme moi. Elle disait que les chiffres ne mentent pas, que les gens mentent, mais que les chiffres racontent toujours la vérité. Ta mère avait raison. Le matin du 5e jour après sa rencontre avec Raphaël, Cassien reçut un billet discret sous l'assiette d'un client qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'homme entra, commanda juste un café, laissa 5 € sur la table et partit sans dire un mot. Sous les billets se trouvait un papier plié. Ce soir 22 heures, même rue que la boutique, immeuble abandonné à côté. Monte 3 étages, Raph.
Cassien détruisit le billet dès qu'il l'eut mémorisé. Quand la nuit tomba, il dit à Iris de rester enfermée dans la chambre et de n'ouvrir à personne. La fillette voulut protester, mais il fut ferme. « C'est dangereux, j'ai besoin que tu restes en sécurité. »« Et vous ?»« Je sais me débrouiller. » Iris ne parut pas convaincue, mais obéit. Cassien ferma la porte à clé de l'extérieur, garda la clé et se dirigea vers Montmartre. Le trajet en bus dura 40 minutes. Quand il arriva dans la rue indiquée, il était plus de 10 heures. L'immeuble abandonné à côté de la boutique de Raph était une vieille construction qui aurait apparemment dû être un hôtel dans les années 70, mais n'avait jamais été achevé. Ce n'était plus qu'une carcasse de béton couverte de graffitis et d'herbes folles. Cassien entra prudemment, attentif à tout mouvement. Il monta les escaliers, les marches grinçant sous ses pieds. Au 3e étage, une faible lumière provenant d'un ordinateur portable éclairait un coin. Raphaël était là, entouré d'équipements, de câbles et d'un routeur clignotant. « J'ai réussi », dit-il dès qu'il vit Cassien. Il n'y avait pas de triomphe dans sa voix, seulement de l'attention. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Raphaël tourna l'ordinateur portable pour que Cassien puisse voir. Sur l'écran, il y avait des lignes et des lignes de code, des registres de transactions, des journaux système. Cassien s'assit sur le sol poussiéreux à côté de lui et commença à lire. Ce qu'il vit dans les minutes qui suivirent confirma toutes ses suspicions et révéla même quelque chose de pire. Éric n'avait pas agi seul. Il y avait 3 autres signatures numériques, autorisant des opérations irrégulières. L'une appartenait à Marcel Vianney, le directeur financier, une autre à Sylvie Dremond, chef de la conformité. Il ne reconnut pas immédiatement la 3e, mais Raphaël la désigna. Ce code utilisateur est celui d'un auditeur externe, Bernard Kelloz. Il a été engagé justement pour examiner le fonds avant l'effondrement. Apparemment, il était dans le coup depuis le début. Cassien eut la nausée. Ce n'était pas seulement Éric, c'était une conspiration. Des gens en qui il avait confiance, qui avaient travaillé à ses côtés pendant des années, tous unis pour le détruire et voler des centaines de millions. « Il y a plus », dit Raphaël en ouvrant un autre dossier. « J'ai trouvé des emails supprimés, j'ai récupéré quelques fragments. Regarde ça. » Sur l'écran apparut un extrait de message daté de 3 semaines avant l'effondrement. L'expéditeur était Éric, le destinataire, Marcel Vianney. Le contenu était fragmenté mais suffisamment clair. Cassien voyage semaine prochaine. Zurich, fenêtre de 4 jours. Exécuté phase 2. Virement prêt. Auditeur confirmé. Ensuite, la faute retombera naturellement sur lui. Cassien dut retenir la colère qui menaçait d'exploser. Il respira profondément plusieurs fois avant de pouvoir parler. C'est suffisant. Pour les traîner en justice, Raphaël fit une grimace. Techniquement, peut-être, mais il y a un problème. Ces données ont été obtenues de manière, disons, non autorisée. N'importe quel avocat compétent rejetterait ça comme preuve illégale. Alors ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit ça. Ça sert à savoir la vérité et à guider notre recherche de preuves légitimes. Comment ? Raphaël ferma l'ordinateur portable et regarda directement Cassien. On a besoin de quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui a un accès légal aux archives et qui peut témoigner. Quelqu'un qui était là et qui a vu ce qui s'est passé. Cassien réfléchit un instant. La plupart des employés de Prometheus avaient été licenciés ou avaient démissionné après le scandale. Beaucoup avaient disparu, changé de ville, de secteur. Qui était encore dans les parages et pourrait aider? Et puis un nom lui vint à l'esprit. Dalila Fontes. Elle était assistante senior au département financier. Elle travaillait directement avec Marcel Vianney, mais avait toujours semblé mal à l'aise avec certaines décisions. Cassien se souvenait de l'avoir vue plus d'une fois remettre en question des procédures qui n'avaient pas de sens. À l'époque, il avait pensé que c'était juste un excès de zèle. Maintenant, c'était peut-être autre chose. Dalila Fontes, dit Cassien. Elle travaillait à la finance. Si quelqu'un a vu quelque chose d'étrange, c'est elle. Tu sais où la trouver? Non, mais je peux le découvrir. Raphaël copia toutes les données récupérées sur une clé USB cryptée et la donna à Cassien. Garde ça comme ta vie, c'est la seule copie qu'on a. Cassien rangea le dispositif dans la poche intérieure de sa veste usée. Les 2 hommes descendirent de l'immeuble en silence et se dirent au revoir dans la rue. Cassien retourna au restaurant bien après minuit.
Iris était réveillée, visiblement inquiète, mais soulagée de le voir. « Vous avez réussi ?»« J'ai réussi. Et maintenant je sais que tu avais raison. C'était eux, et ce n'était pas seulement Eric. » Il passa les jours suivants à chercher Dalila. Il appela d'anciens contacts, des gens qui se souvenaient encore de lui et étaient prêts à aider, même discrètement. Finalement, il obtint une adresse. Dalila vivait dans le 16e arrondissement, dans un petit appartement. Elle travaillait maintenant comme professeure de comptabilité dans une école de commerce privée. Cassien s'y rendit un jeudi après-midi. Il attendit de l'autre côté de la rue jusqu'à ce qu'il la voie sortir de l'immeuble. Elle était plus mince, avec des cernes profonds, des cheveux grisonnants qui n'existaient pas avant. Quand Cassien s'approcha et l'appela par son nom, elle faillit laisser tomber son sac de surprise. « Cassien Brandt » murmura-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de Prométhus. » Le visage de Dalila pâlit. « Non, je ne peux pas. Je ne veux plus être mêlé à ça. Dalila, s'il vous plaît, juste 5 minutes. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je disais quoi que ce soit, ma famille... » Cassien sentit son estomac se nouer. « Qui vous a menacé ?»« Peu importe. Je ne peux pas vous aider. Je suis désolé. » Elle tenta de s'éloigner, mais Cassien lui attrapa délicatement le bras. « Je sais ce qu'ils ont fait. Je sais que ce n'était pas moi. Et je sais que vous le savez aussi. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu les virements irréguliers, les manipulations. » Dalila se mit à trembler. Des larmes perlèrent à ses yeux. « J'ai tout vu, mais je ne peux rien faire. J'ai des enfants, Cassien. J'ai une fille de 15 ans. Je ne peux pas la mettre en danger. » « Je comprends, mais si nous ne faisons rien, il reste libre. Il continue de faire ça à d'autres personnes, à d'autres familles. » Dalila ferma les yeux, les larmes coulant sur son visage. Elle resta ainsi de longues secondes. Quand elle rouvrit les yeux, il y avait un mélange de peur et de détermination. « J'ai quelque chose, » dit-elle, la voix tremblante. « Je l'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai gardé. Je pensais qu'un jour j'en aurais besoin. »« Quoi ? » ?»« Une clé USB, avec des emails, des tableurs, des autorisations, des choses qu'il pensait que j'avais supprimées. Mais j'ai fait des copies. J'avais peur qu'ils puissent m'accuser aussi, alors je l'ai gardé comme assurance. » Cassien sentit une vague d'espoir. « Vous l'avez encore ?»« Je l'ai. Elle est dans un coffre, à la banque. »« Dalila, ça peut tout changer. Avec ces preuves, je peux laver mon nom. Je peux obtenir justice. » Elle le regarda avec une expression angoissée. « Et s'ils découvrent, et s'ils s'en prennent à moi, je vous protégerai, je le promets. » Dalila rit sans humour. « Comment? Vous avez à peine de quoi vous protéger vous-même ?» Elle avait raison, et Cassien le savait, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. « Alors donnez-moi la clé et disparaissez. Emmenez votre famille. Allez dans une autre ville, une autre région. Je m'occupe du reste. » Dalila réfléchit un long moment. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, mais pas aujourd'hui. Je dois organiser les choses. Je vous retrouve lundi, 7 heures du matin, devant le champ de Mars. Vous connaissez ? » ?»« Je connais. J'apporterai la clé. Vous la prenez et vous ne me cherchez plus jamais. Compris ? » ?»« Compris. » Ils se séparèrent. Cassien retourna au bistrot, le cœur battant. Il raconta tout à Iris, qui fut aussi excitée que lui, mais aussi méfiante. « Et si c'est un piège ?» demanda-t-elle. « Ce n'en est pas un. Je connais Dalila. Elle est honnête. Elle a juste peur. Tous ceux qui ont peur peuvent devenir dangereux. » Cassien regarda la fillette, surpris par la maturité de son observation. « Tu es très intelligente pour ton âge, tu sais ?» Iris haussa les épaules. Ma mère disait la même chose. Le week-end passa lentement. Cassien parvenait à peine à dormir, révisant mentalement tous les plans, toutes les possibilités. Lundi matin, il se réveilla avant le lever du soleil. Il laissa Iris encore endormie, ferma tout à clé et prit le premier bus pour le 7e arrondissement. Il arriva au Champ de Mars à 6h30. L'endroit était calme, avec seulement quelques coureurs matinaux et des gens promenant leurs chiens. Cassien s'assit sur un banc d'où il pouvait voir toute l'entrée. Il attendit. 7 heures. Aucun signe de Dalila. 7h10. Rien. 7h15. Cassien commença à s'inquiéter.
Il utilisa une cabine téléphonique proche et appela le numéro que Dalila lui avait donné. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. À 7h30, une femme s'approcha du banc. Mais ce n'était pas Dalila. Elle était plus jeune, peut-être une trentaine d'années, habillée de façon décontractée, mais avec une expression sérieuse. « Vous êtes Cassien Brandt ?» demanda-t-elle à voix basse. « Qui demande ?»« Je m'appelle Florence. Je suis avocate. Dalila Fontès est ma cliente. » L'estomac de Cassien se retourna. « Où est-elle ?»« Elle a eu un accident, samedi soir. »« Quel genre d'accident ?» Florence regarda autour d'elle avant de répondre. « Voiture. Elle a heurté un poteau. Elle est à l'hôpital, dans un état grave. » Cassien sentit le monde tourner. C'était un accident ou... La police dit que oui. Mais Dalila m'a appelé vendredi. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais vous chercher et vous donner ceci. Florence sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Cassien. Il la prit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une clé USB et une lettre manuscrite. « J'ai lu la lettre, » dit Florence. « Je sais ce qui se passe, et je veux aider. » Cassien la regarda, surpris. « Pourquoi ? Parce que je suis avocate, et je crois en la justice. Dalila m'a tout raconté. Elle m'a montré quelques documents. Si la moitié de ce qu'elle a dit est vrai, c'est le plus grand scandale financier des 20 dernières années en France. C'est vrai. Tout. Alors, nous allons faire quelque chose. » Cassien rangea l'enveloppe. « Comment ? D'abord, ouvrons cette clé USB dans un endroit sûr. Vérifions le contenu. Ensuite, nous montrons une stratégie juridique. On ne peut pas simplement aller à la police avec des données obtenues illégalement. Il faut faire ça dans les règles. Vous n'avez pas peur ?» Florence sourit, mais il y avait de la tension dans son geste. « Je suis terrifié, mais je ne peux pas laisser passer ça. S'ils ont fait ce que Dalila a dit, ils ont détruit des vies, des familles, et si je ne fais rien, je suis complice. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à un café voisin. Florence avait un ordinateur portable dans son sac. Ils ouvrirent la clé USB et commencèrent à examiner les fichiers. Ce qu'ils virent était dévastateur. Des tableurs détaillés de détournements, des emails échangés entre Éric, Marcel et Sylvie, discutant de la manière de distribuer l'argent volé, des autorisations falsifiées, des rapports d'audit falsifiés, et, plus important encore, il y avait un enregistrement audio. Cassien appuya sur lecture. C'était la voix de Célia Prado. La mère d'Iris. « Je m'appelle Célia Prado. Nous sommes le 17 septembre. J'enregistre ceci parce que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû. Prometheus Capital est utilisé pour détourner les fonds des investisseurs. Les responsables sont Éric Saldana, Marcel Vianney et Sylvie Dremonde. Ils ont manipulé l'algorithme créé par Cassien Brandt pour qu'il échoue, rejetant la faute sur lui. J'ai déjà tenté de le signaler en interne, mais j'ai été menacé. S'il m'arrive quelque chose, cet enregistrement est ma preuve. Et s'il vous plaît que quelqu'un protège ma fille, Iris, elle est tout ce que j'ai. » L'enregistrement se termina. Cassien avait les larmes aux yeux. Florence était pâle. « C'est de l'or, » dit-elle finalement. « Avec ça, on peut les poursuivre. On peut le porter devant le parquet national financier. On peut les détruire. Et Dalila ? Je vais lui rendre visite à l'hôpital. Je vais m'assurer qu'elle est protégée. Et je ferai en sorte que cet enregistrement parvienne aux bonnes autorités. » Cassien hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, il sentit que la victoire était possible. Mais alors, son téléphone sonna. C'était le numéro du restaurant. Monsieur Antoine n'appelait jamais. Le cœur battant, Cassien répondit. « Cassien, Dieu merci, il y a des hommes ici. Ils vous cherchent. Et ils ont posé des questions sur une fillette. » Le sang de Cassien se glaça. « Iris va bien ?» Elle est sortie en courant par l'arrière quand ils sont arrivés. Intelligente, cette petite. Mais ils sont toujours là. Ils disent qu'ils veulent juste parler, mais... « Ne dites rien, j'arrive. » Il raccrocha et regarda Florence. « Je dois y aller. Il y a une fillette en danger. »« Qui ?»« La fille de Célia Prado. Elle est avec moi. Et maintenant ils le savent. » Florence devint sérieuse. « Je viens avec vous. »« Non, c'est dangereux. » « C'est exactement pour ça. Vous avez besoin de témoins, de quelqu'un qui peut documenter ce qui se passe. » Il n'y avait pas de temps pour discuter. Ils coururent dans la rue et prirent un taxi. Le trajet jusqu'à l'Étoile du Sud sembla interminable. Quand ils arrivèrent,
il y avait une camionnette noire garée devant. 2 hommes en costume attendaient à la porte. Cassien descendit du taxi et marcha droit vers eux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'un des hommes sourit froidement. « Monsieur Brandt, ravi de vous trouver. Nous avons une proposition. »« Ça ne m'intéresse pas. Je pense que vous voudrez écouter. Nos clients sont prêts à offrir 500 millions d'euros. Virement immédiat. Compte à l'étranger. Tout est clean. En échange, vous oubliez tout ça. Vous oubliez l'enquête. Vous oubliez le passé. » Cassien sentit la colère bouillir. 500 millions pour me taire. Exactement. C'est une offre généreuse, compte tenu de votre situation actuelle. Et si je refuse? Le sourire de l'homme disparut. Alors les choses se compliquent, pour vous et pour ceux qui vous sont chers. C'était une menace, claire et directe. Cassien regarda Florence, qui enregistrait déjà tout discrètement sur son téléphone. Puis, il retourna son regard vers les hommes. « Vous pouvez dire à vos clients de se mettre leur argent où le soleil ne brille pas. Je n'abandonnerai pas. » L'homme soupira. « Mauvais choix, monsieur Brandt. » Ils remontèrent dans la camionnette et partirent. Cassien se précipita à l'intérieur du restaurant. Monsieur Antoine était visiblement secoué. « Elle est sortie par l'arrière. Elle a sauté le mur et a couru dans la ruelle. » Cassien connaissait cette ruelle. Elle donnait sur la rue de derrière. Il sortit en courant. Florence, sur ses talons. Il chercha partout, appelant le nom d'Iris. Et puis il la vit, recroquevillée derrière une benne à ordures, tremblante. « Iris !» Elle courut vers lui et se jeta dans ses bras en pleurant. C'était la première fois qu'il la voyait s'effondrer complètement. Cassien la serra fort, sentant le poids de la responsabilité l'écraser. « Tout va bien, je suis là. » Florence s'approcha et posa la main sur l'épaule de la fillette. « Tu as été très courageuse, très intelligente. » Iris sanglota. « Ils voulaient m'emmener. Ils ont dit que c'était pour mon bien. Mais je savais que c'était un mensonge. Tu as bien fait de fuir. » Cassien regarda Florence. « On ne peut pas retourner au restaurant. Ce n'est plus sûr. Venez chez moi. J'ai un appartement dans le Marais. Il y a de la place. Et c'est discret. » Ils prirent un autre taxi et se dirigèrent vers l'appartement de Florence. Il était petit mais accueillant, avec des livres partout et un canapé confortable où Iris put enfin se détendre. Ce soir-là, tous les trois s'assirent à la table de la cuisine et planifièrent les prochaines étapes. Florence avait des contacts au parquet national financier, des personnes de confiance qui pourraient recevoir le dossier sans fuite d'informations. Le plan était de livrer toutes les preuves, y compris l'enregistrement de Célia, la clé USB de Dalila et les données que Raphaël avait récupérées. Mais il devait le faire rapidement, avant que les hommes en costume ne reviennent, avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé, et il devait le faire correctement, parce qu'il n'aurait qu'une seule chance. Pendant qu'Iris dormait sur le canapé, enroulée dans une couverture, Cassien et Florence continuèrent à parler jusque tard dans la nuit. Elle était méticuleuse, prenant des notes, organisant des chronologies, construisant le dossier, pièce par pièce. « Ça va marcher, » dit-elle à un moment donné. « Nous avons des preuves solides. Nous avons des témoignages. Nous avons des documents. Ils ne s'en sortiront pas. » Cassien voulait y croire, mais il était déjà tombé une fois. Il avait déjà fait confiance à des gens qui l'avaient trahi. Maintenant, la confiance était quelque chose qui devait être reconstruit brique par brique. J'espère que vous avez raison. J'en suis sûr. Vous verrez. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Cassien dormit avec quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ce n'était pas la sécurité, ce n'était pas le bonheur, mais c'était le sentiment que finalement il était sur la bonne voie, que la vérité, aussi enfouie soit-elle, trouve toujours un moyen de refaire surface, et il ferait en sorte qu'elle brille de la force de 1000 soleils. Le matin arriva avec une clarté douce qui envahit l'appartement de Florence. Cassien se réveilla sur le sol du salon, ayant insisté pour que Florence garde son propre lit pendant qu'il improvisait un endroit pour dormir. Iris dormait encore profondément sur le canapé, permettant enfin à l'épuisement émotionnel des derniers jours de l'emporter dans un repos nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, Cassien observa cette fillette menue et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un sens du but qui allait au-delà de lui-même. Florence était déjà réveillée, préparant du café dans la cuisine. Quand Cassien entra,
Elle lui tendit une tasse fumante et désigna quelques documents étalés sur la table. « J'ai passé la nuit à tout organiser, dit-elle, la voix basse pour ne pas réveiller Iris. J'ai un contact au parquet spécialisé dans les crimes financiers, maître Patricia Mendes. J'ai travaillé avec elle sur quelques affaires il y a des années. Elle est incorruptible. Si quelqu'un peut mener ça de la bonne manière, c'est elle. » Cassien prit l'un des documents et l'examina. Florence avait créé une chronologie détaillée, reliant chaque pièce à conviction, à des dates, des montants et des noms. C'était un travail méticuleux, professionnel. Pour la première fois, tout semblait tangible, réel, possible. « Quand pouvons-nous la rencontrer ?» demanda Cassien. « Je lui ai déjà envoyé un message. Elle a répondu à 6 heures du matin. Elle veut nous voir aujourd'hui à 14 heures, à son bureau. » Cassien hocha la tête, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension. Il était sur le point de faire le pas qui serait sans retour. Une fois qu'ils auraient livré ces preuves, ils déclareraient une guerre ouverte à des personnes extrêmement puissantes. Iris se réveilla vers 9 heures. Elle semblait plus reposée, bien qu'elle portât encore cette tension sur les épaules qui était devenue constante. Florence prépara un petit déjeuner simple, mais accueillant. Pain frais, beurre, fromage et jus d'orange. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. « Iris, dit gentiment Florence, aujourd'hui nous allons parler à une procureure. Elle pourrait te poser des questions sur ta mère, sur ce que tu as vu sur le cahier. Te sens-tu prête pour ça ?» La fillette mâcha lentement avant de répondre. « Si ça peut t'aider à rendre justice à ma mère, je suis prête. » Cassien sentit sa poitrine se serrer. Cet enfant avait un courage que beaucoup d'adultes n'auraient jamais. Et il jura silencieusement qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger. À 14 heures, tous les trois se trouvaient à l'entrée d'un bâtiment austère du centre de Paris où se trouvait le parquet spécialisé. Ils furent accueillis par une secrétaire qui les conduisit à travers des couloirs froids jusqu'à une salle de réunion. Quelques minutes plus tard, maître Patricia Mendes entra. C'était une femme d'environ 45 ans, les cheveux noirs attachés en un chignon sévère, des lunettes à monture métallique et une expression qui ne révélait aucune émotion. Elle salua Florence d'un signe de tête et observa Cassien et Iris avec des yeux analytiques. « Florence m'a transmis quelques informations préliminaires, dit-elle, allant droit au but en s'asseyant. Mais je veux entendre votre version, depuis le début. » Cassien prit une profonde inspiration et commença à raconter. Des premiers jours de Prometheus Capital, en passant par la création de l'algorithme, l'effondrement, sa chute, jusqu'à l'apparition d'Iris. Il parla du cahier de Célia Prado, des données récupérées par Raphaël, de la clé USB de Dalila. Florence complétait avec des détails juridiques, contextualisant les preuves. Patricia écoutait en silence, prenant des notes occasionnelles. Quand ce fut au tour d'Iris de parler, la procureure adoucit légèrement son expression. « Iris, parle-moi de ta mère. Quand a-t-elle commencé à agir différemment ?» Iris joignit ses mains sur la table, ses yeux fixés sur un point devant elle, tandis qu'elle organisait ses souvenirs. Environ 3 mois avant qu'elle ne parte. Elle a commencé à rentrer tard à la maison. Elle était nerveuse. Parfois, elle pleurait sous la douche, pensant que je n'entendais pas. Une fois, je l'ai trouvée réveillée au milieu de la nuit, en train d'écrire dans le cahier. Quand j'ai demandé ce que c'était, elle a dit que c'était des choses du travail, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. A-t-elle mentionné un nom en particulier? Iris réfléchit un instant. Eric. Je l'ai entendu parler au téléphone avec quelqu'un d'un homme nommé Eric. Elle disait qu'il faisait quelque chose de mal, qu'elle avait des preuves. Patricia prit d'autres notes. Et après? Après, un soir, elle est rentrée terrifiée. Elle a dit qu'on devait quitter la ville. Elle a commencé à faire des valises. Mais le lendemain, elle était silencieuse, comme si elle avait abandonné. Et 1 semaine plus tard, elle n'est pas rentrée du travail. La voix d'Iris trembla à la fin. Cassien posa sa main sur les siennes, offrant un soutien silencieux. Patricia prit un mouchoir en papier d'une boîte sur la table et le tendit à la fillette. « Tu es très courageuse, Iris. Ta mère serait fière. » Ensuite, Patricia demanda à voir toutes les preuves. Florence connecta la clé USB à l'ordinateur portable et ouvrit les fichiers. La procureure passa les 2 heures suivantes à examiner chaque document, chaque tableur, chaque email. Quand elle entendit enfin l'enregistrement de Célia Prado, son expression se durcit.
C'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle, dit-elle. J'aurai besoin de quelques semaines pour réunir la bonne équipe, m'assurer que tout est fait dans le respect des procédures légales. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreurs. Ces gens ont les moyens d'engager les meilleurs avocats du pays. Et en attendant, demanda Cassien, ils savent déjà que nous enquêtons. Ils ont envoyé des hommes pour nous, menacés. Ils ont offert un pot de vin, ils ne resteront pas les bras croisés. C'est pourquoi vous devez rester dans un endroit sûr. Je vais organiser une protection. Les témoins menacés ont droit à la protection de l'État. Combien de temps cela prend-il? Quelques jours. En attendant, je vous suggère de rester discret. Ne parlez à personne. Ne sortez pas sans nécessité. Quand ils quittèrent le parquet, le soleil commençait déjà à se coucher. Florence suggéra de retourner à son appartement, mais Cassien avait une autre idée. Il devait parler à Raphaël, le mettre au courant de tout, et peut-être obtenir une autre pièce du puzzle. Ils convinrent de se retrouver plus tard. Cassien et Iris prirent un bus jusqu'à Montmartre. La boutique de Raphaël fermait déjà quand ils arrivèrent. Il les vit à travers la vitrine et ouvrit immédiatement la porte, les faisant entrer d'urgence. « Mec, tu dois voir un truc, » dit Raphaël en verrouillant la porte derrière eux. « J'ai découvert quelque chose d'énorme. » Il les emmena à l'arrière et ouvrit son ordinateur portable. Sur l'écran apparut une série de documents scannés. C'étaient d'anciens contrats de Prometheus. « Tu te souviens de ce contrat original que toi et Eric avez signé quand vous avez créé l'entreprise ?» demanda Raphaël. « Bien sûr, il a été enregistré la première année. » Eh bien, celui qui est enregistré officiellement a été modifié. J'ai trouvé une copie de l'original dans les anciennes sauvegardes. Et regarde ça. Raphaël zooma sur une section spécifique. Cassien lut et sentit son sang se glacer. Dans le contrat original, il y avait une clause claire. En cas de bénéfice extraordinaire supérieur à 100 millions d'euros, Cassien aurait droit à 60% de la distribution, tandis qu'Éric en aurait 40. Mais dans le contrat enregistré, la répartition était de 50% chacun. Ça veut dire que... commença Cassien. Ça veut dire qu'il t'a volé depuis le début, compléta Raphaël. Il a modifié le contrat, a enregistré la fausse version, et tu ne t'es jamais méfié parce que tu lui faisais confiance. Cassien sentit une fureur ardente monter en lui. Ce n'était pas seulement le sabotage récent. Éric le trompait depuis des années, des décennies, depuis le début. Comment as-tu obtenu ça? La sauvegarde a été faite automatiquement avant l'enregistrement officiel. Personne n'a pensé à l'effacer. C'était enfoui sous des couches de vieux fichiers. Mais c'est là, authentifié, daté avec les signatures numériques originales. Iris, qui observait en silence, prit enfin la parole. « Ça change tout. Ça montre qu'il a toujours prévu de vous voler. » « Exactement, » acquiesça Raphaël. « Et il y a plus. J'ai retracé certains des comptes fantômes où l'argent a été détourné. L'un d'eux est lié à une société aux îles Caïmans. Devine qui est le bénéficiaire final. Eric. Non, ou plutôt pas seulement lui. Raphaël ouvrit un autre fichier. C'était un document de constitution de société offshore. Les bénéficiaires listés étaient Eric Saldana, Marcel Vianney, Sylvie Dremonde et un autre nom qui glaça Cassien. Bernard Kelloz, l'auditeur. Ils ont créé cette société 6 mois avant l'effondrement, expliqua Raphaël. C'est là que la majeure partie de l'argent détourné est allée. 52% de 320 millions, 166 millions d'euros. Cassien dut s'asseoir. L'ampleur de la trahison était écrasante. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était un plan élaboré, exécuté sur des mois, peut-être des années, par des personnes qu'il considérait comme des alliés. « Je dois apporter ça à la procureure, » dit Cassien, la voix rauque. « C'est déjà sauvegardé ici, » dit Raphaël en lui, tendant une autre clé USB. « Tout ce que j'ai trouvé, contrat, suivi bancaire, documents de la société offshore, c'est assez de matériel pour les enterrer. » Cassien garda la clé USB avec le même soin qu'il garderait un trésor, parce que c'était exactement ça. Un trésor de vérité qui apporterait enfin la justice. Quand ils quittèrent la boutique, la nuit était complètement tombée. Les rues de Montmartre étaient animées, pleines de jeunes se rendant dans les bars et les restaurants. Cassien et Iris marchèrent en silence jusqu'à l'arrêt de bus. C'est alors que Cassien remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Moteur allumé, vitres teintées,
exactement comme la camionnette qui était apparue au restaurant. « Iris, dit-il à voix basse, quand je te le dirai, tu cours aussi vite que tu peux et tu ne regardes pas en arrière. Mais fais ce que je te dis. » Cassien observa la voiture du coin de l'œil. La portière du conducteur commença à s'ouvrir. Il n'attendit pas plus longtemps. Maintenant, Iris s'élança. Cassien courut derrière elle, entendant des pas lourds les poursuivre. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle latérale, sautèrent un muret, traversèrent un parking. Iris était étonnamment rapide pour sa taille. Cassien, même hors de forme, réussit à suivre grâce à l'adrénaline pure. Ils arrivèrent dans une rue plus fréquentée et se mêlèrent à la foule. Cassien regarda en arrière. Les hommes avaient abandonné la poursuite ou les avaient perdus de vue. Quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient pas prendre de risques. Ils entrèrent dans un restaurant bondé, s'assirent à une table au fond et commandèrent de l'eau. Cassien emprunta le téléphone d'Iris et appela Florence. Il expliqua rapidement ce qui s'était passé. Elle leur dit de prendre un taxi et d'aller directement à son appartement. Et de faire attention. C'est exactement ce qu'ils firent. Quand ils arrivèrent enfin à l'appartement de Florence, Cassien verrouilla la porte avec 2 verrous et vérifia toutes les fenêtres. Iris était visiblement secouée, mais essayait de ne pas le montrer. « Ils n'abandonneront pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Cassien s'agenouilla devant elle, lui tenant gentiment les épaules. « Non, mais nous non plus, nous n'abandonnerons pas. Et maintenant une protection arrive. La procureure va s'assurer que nous sommes en sécurité. Et si on n'a pas le temps ? On l'aura, fais-moi confiance. » Iris hocha la tête, bien que la peur fût encore visible sur son visage. Florence prépara du thé chaud pour tout le monde et appela de nouveau Patricia Mendes, relatant l'incident. La procureure dit qu'elle accélérerait le processus de protection et qu'elle enverrait des agents pour les escorter le lendemain. Cette nuit-là, aucun des 3 ne parvint à bien dormir. Cassien resta éveillé dans le salon, attentif au moindre bruit étrange. Florence révisait des documents dans sa chambre, préparant encore plus d'arguments juridiques. Et Iris, enroulée sur le canapé, faisait semblant de dormir. Mais Cassien savait qu'elle était éveillée, digérant tout ce qui se passait. Au milieu de la nuit, le téléphone de Florence sonna. C'était l'hôpital. Dalila Fontes s'était réveillée et demandait à lui parler. Florence partit immédiatement, laissant Cassien et Iris seuls dans l'appartement. À 7 heures du matin, elle revint. Elle semblait épuisée, mais il y avait quelque chose de triomphant dans son expression. « Elle est prête à témoigner », annonça Florence. « Dalila va déposer. Elle va raconter tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle savait. Elle a dit que frôler la mort était un signe, qu'elle ne peut plus vivre dans la peur. » Cassien sentit une vague de soulagement. Une autre pièce qui s'emboîtait. Un autre témoin prêt à parler. « Comment va-t-elle ? » « Blessée, mais elle va s'en remettre. Et la police enquête déjà sur l'accident. Ils ont trouvé des traces de peinture d'une autre voiture sur la sienne. Ils traitent ça comme une possible tentative d'homicide. » Les heures suivantes se passèrent en une préparation intense. Patricia Mendes envoya 2 agents de sécurité qui se positionnèrent discrètement près de l'immeuble de Florence. Elle organisa également une réunion plus importante pour cet après-midi où il réunirait toutes les personnes impliquées. Cassien, Iris, Florence, Raphaël, Dalila, par vidéoconférence de l'hôpital, et une équipe d'enquêteurs, spécialisés. Quand ils arrivèrent de nouveau au parquet, l'ambiance était différente. Il y avait plus de monde, plus de mouvement. Patricia les reçut dans une salle de conférence plus grande, où attendèrent déjà d'autres procureurs et enquêteurs. « Commençons, dit-elle, prenant les rênes de la réunion. Nous avons ici ce que je crois être l'une des plus grandes affaires de fraude d'entreprise et de blanchiment d'argent de ces dernières années. Je vais avoir besoin que chacun d'entre vous dépose formellement. Tout sera enregistré, transcrit et joint au dossier. » Les dépositions prirent des heures. Cassien raconta sa version complète des événements, de la fondation de Prometheus à sa chute. Il montra comment l'algorithme fonctionnait, expliqua les opérations qu'il n'aurait jamais autorisées, démontra les incohérences qui ne pouvaient être que du sabotage. Iris parla de sa mère, du cahier, des découvertes qu'elle avait faites. Raphaël présenta les données techniques récupérées, expliquant en détail comment il avait accédé aux sauvegardes et ce qu'il avait trouvé. Dalila, encore pâle et avec des pansements, déposa par vidéo, sa voix tremblante mais déterminée,
alors qu'elle révélait des années d'irrégularité dont elle avait été témoin. Quand ils eurent terminé, Patricia se renversa dans son fauteuil, les yeux brillants, de satisfaction professionnelle. « Nous avons un dossier solide, dit-elle, très solide. Je vais demander des mandats de perquisition et de saisie. Je vais demander le gel des avoirs. Et je vais requérir la détention provisoire des principaux suspects. » « Combien de temps avant que ça n'arrive » demanda Cassien. « Si tout se passe bien, 72 heures. Je dois convaincre un juge, préparer la documentation, coordonner avec la police judiciaire. Mais ça va arriver. » Cassien sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps, qu'il avait presque oublié ce que c'était. Un espoir réel, tangible, basé sur des faits concrets. Mais Patricia leva une main, interrompant toute célébration prématurée. « Nous devons être prudents. Ces gens ont des relations, des ressources. Ils se battront avec tout ce qu'ils ont. Et quand ils se rendront compte que nous nous approchons, ils pourraient faire quelque chose de radical. »« Comme quoi ?» demanda Florence. « Ils pourraient tenter de fuir le pays. Ils pourraient détruire des preuves. Ou ils pourraient tenter de faire taire des témoins de manière plus permanente. » L'ambiance dans la salle devint lourde. Tout le monde comprit ce qu'elle voulait dire. « C'est pourquoi, » continua Patricia, « vous allez rester dans une maison sécurisée jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Ce n'est pas négociable, c'est pour la protection de tous. » Cassien regarda Iris qui hocha la tête. Il n'y avait pas d'autre choix. 2 heures plus tard, ils étaient emmenés dans une maison discrète d'un quartier tranquille de la rive gauche. C'était une maison simple mais confortable, avec des chambres séparées, une cuisine équipée et, plus important encore, des agents de sécurité postés en rotation 24 heures sur 24. Florence resta avec eux. Raphaël dut retourner s'occuper de sa boutique, mais promit d'être disponible s'ils avaient besoin de quoi que ce soit d'autre. Patricia venait chaque jour, apportant des nouvelles sur l'avancement du dossier. Le 2e jour dans la maison sécurisée, Iris trouva Cassien assis seul dans le jardin arrière, regardant le ciel nocturne. Elle s'assit à côté de lui, en silence. « Tu penses que ma mère serait fière ?» demanda-t-elle finalement. Cassien regarda la fillette. « J'en suis absolument certain. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »« Je ne me sens pas courageuse. J'ai peur tout le temps. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui doit être fait malgré la peur. » Iris y réfléchit. « Et vous ? Vous avez peur ? » ?»« Je suis terrifié. Mais vous allez continuer ? » ?»« Jusqu'au bout. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, dans un silence confortable. 2 âmes brisées par la trahison et la perte, maintenant unies par un but plus grand qu'eux-mêmes. Le 3e jour, Patricia arriva avec une expression sérieuse. Elle réunit tout le monde dans le salon et ferma les rideaux avant de parler. « Le juge a tout approuvé. Les mandats ont été émis. L'opération commence demain à 6 heures du matin. » Cassien sentit son cœur s'accélérer. « Et après ? Après, si tout se passe comme prévu, Eric Saldana et ses complices seront en prison. Leurs biens gelés. Et vous, enfin, vous aurez justice. » Mais il y avait quelque chose dans le ton de Patricia qui laissa Cassien inquiet. « Quoi d'autre ?» Elle hésita. « Nous avons reçu une information. Eric prévoit de quitter le pays. Il a un jet privé réservé pour demain après-midi. Vol pour les îles Caïmans, où se trouvent les comptes offshore. Alors il faut l'attraper avant. » Exactement. C'est pourquoi l'opération se déroulera à 2 endroits simultanément. L'équipe 1 ira chez lui, l'équipe 2 au bureau de Prometheus, l'équipe 3 à l'aérodrome. « Je peux venir ?» demanda Cassien. « Absolument pas, c'est une opération de police. Vous restez ici en sécurité. » Cassien voulut protester, mais il savait que ce serait inutile. Il devrait faire confiance à la justice pour suivre son cours. Cette nuit-là, aucun d'eux ne parvint à fermer l'œil. La tension était palpable. Iris resta recroquevillée sur le canapé, serrant un oreiller. Florence révisait obsessionnellement les documents, vérifiant qu'il n'avait rien oublié. Et Cassien faisait les 100 pas, comptant les minutes. Quand l'horloge marqua 6 heures du matin, Patricia appela. Sa voix était tendue, mais contrôlée. « Ça a commencé. Vous saurez tout, au fur et à mesure. » Et puis commença l'attente la plus torturante que Cassien ait jamais connue. Chaque minute semblait une éternité. À 6h30, Patricia rappela. « Équipe 1 à la maison d'Eric. Il n'est pas là.
Sa femme dit qu'il est parti au milieu de la nuit. L'estomac de Cassien se retourna. Et maintenant? Équipe 2 est au bureau, il n'est pas là non plus, mais ils saisissent les ordinateurs et les documents. Équipe 3 est à l'aérodrome. Le jet est toujours sur la piste. Nous encerclons. À 7 heures, nouvel appel. Nous avons aperçu la voiture d'Éric arriver à l'aérodrome. Il essaie d'embarquer. Cassien, Iris et Florence se regardèrent. C'était ça. Le moment final. Patricia garda la ligne ouverte. Il pouvait entendre des voix en arrière-plan, des ordres donnés, des sirènes. Et puis, la voix de Patricia triomphante. On l'a. Éric Saldana est en état d'arrestation. Je répète, il est en état d'arrestation. Cassien sentit ses jambes flageoler. Il s'assit lourdement sur le canapé, portant les mains à son visage. Iris se jeta dans ses bras en pleurant. Florence avait les larmes aux yeux. Marcel Vianney et Sylvie Dremonde ont également été arrêtés, continua Patricia. Bernard Kelloz a tenté de fuir, mais a été intercepté sur l'autoroute. Nous exécutons des mandats de perquisition dans toutes les résidences et bureaux. C'est une opération complète. Après des années de douleur, d'humiliation et d'injustice, la vérité éclatait enfin. Mais Cassien savait que la bataille ne faisait que commencer. Arrêter était une chose, condamner en était une autre, et faire en sorte qu'ils paient pour tout ce qu'ils avaient fait serait un chemin long et difficile. Mais pour la première fois, il avait un espoir réel que ce chemin était possible, et il ne le parcourrait pas seul. La nouvelle explosa comme une bombe dans les principaux médias du pays. Opération Algorithme, une méga fraude sur le marché financier démantelé, titraient les gros titres. Les images d'Éric Saldana escorté, menotté par la police judiciaire occupèrent les premières pages des journaux et ouvrirent tous les journaux télévisés. L'homme qui, des années auparavant, pleurait à la télévision en se disant trahi, était maintenant exposé comme l'architecte de l'une des plus grandes fraudes d'entreprise de l'histoire française. Cassien regardait tout depuis la maison sécurisée, avec Iris et Florence à ses côtés. Voir Éric être emmené, l'expression de panique sur son visage aurait dû lui apporter de la satisfaction, et c'était le cas. Mais cela apportait aussi une douleur profonde, la confirmation définitive que son meilleur ami, son frère de cœur, avait été son plus grand ennemi. Les journalistes rappelèrent rapidement l'ancienne affaire. L'effondrement de Prométhéeus, la chute de Cassien Brandt. Et maintenant, le retournement de situation spectaculaire. Il était innocent. Il avait été une victime, pas un méchant. Les mêmes chaînes qu'il avait crucifiées des années auparavant se précipitaient maintenant pour l'interviewer, pour raconter l'autre côté de l'histoire. Mais maître Patricia Mendes fut claire. Aucune interview avant le procès. Aucune déclaration publique qui pourrait compromettre la procédure. Cassien devrait ravaler son envie de crier son innocence au monde et attendre que la justice suive son cours. Dans les jours qui suivirent, d'autres détails filtrèrent dans la presse, les comptes offshore, les transferts millionnaires, les contrats falsifiés. À chaque nouvelle révélation, l'indignation publique grandissait. Des manifestants se rassemblèrent devant l'immeuble où se trouvait l'ancien siège de Prométhéeus Capital, maintenant sous scellé par la police judiciaire. Ils demandaient justice. Ils demandaient que les coupables paient non seulement par la prison, mais aussi par la perte de tout ce qu'ils avaient volé. À l'intérieur de la maison sécurisée, la routine était étrangement calme. Iris passait ses matinées à étudier avec du matériel que Florence avait obtenu d'une école voisine. La fillette avait une facilité impressionnante pour les mathématiques et les sciences, confirmant ce que Cassien soupçonnait déjà. Elle était brillante. L'après-midi, elle aidait à organiser les documents pour le procès, son esprit analytique trouvant des liens que même les enquêteurs avaient manqués. Cassien, de son côté, se plongea dans une tâche qu'il avait évitée pendant des années, revisiter ses propres souvenirs. Patricia lui avait demandé de reconstruire, avec le plus de détails possible, tous les événements des mois précédant l'effondrement. Chaque réunion, chaque décision, chaque conversation avec Éric. C'était douloureux, comme de toucher une blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Mais c'était nécessaire. C'est au cours de ce processus qu'un souvenir oublié refit surface. 2 semaines avant de se rendre à Zurich, Cassien avait surpris Éric dans une étrange conversation au bureau. Il était au téléphone, parlant à voix basse, mais Cassien avait entendu des bribes.
Quand il sera parti, il a tout transféré d'un coup, elle ne doit pas savoir. À l'époque, Cassien avait supposé qu'il s'agissait d'une affaire délicate, peut-être même d'une surprise pour la femme d'Éric. Maintenant, il comprenait. Il s'agissait du sabotage, du vol, de sa destruction. Mais il y avait autre chose dans ce souvenir. Elle ne doit pas savoir. Qui était elle? Éric était marié, oui, mais sa femme ne s'impliquait jamais dans les affaires. Pourquoi ne devait-elle pas savoir? Cassien en parla à Patricia lors de la réunion suivante. La procureure nota soigneusement et promit d'enquêter. 2 jours plus tard, elle revint avec une découverte troublante. « Nous avons trouvé quelque chose dans les saisies, » dit Patricia, tendant des documents à Cassien, Florence et Iris. Des actes de naissance, des documents personnels et un résultat de test ADN. Cassien prit les papiers et commença à lire. Il lui fallut quelques secondes pour assimiler ce qu'il voyait. Quand il comprit enfin, il eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Iris, dit-il, la voix rauque, tu dois entendre ça. » La fillette le regarda, confuse. Cassien lui tendit les documents. Iris lut, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Soudain, elle se figea. Le papier glissa de ses mains. « Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. » Florence prit les documents et lut à voix haute pour que tout le monde entende clairement. Test de paternité. Mère, Célia Prado. Fille, Iris Prado. Père présumé, Éric Saldana. Résultat, probabilité de paternité de 99,9%. Le silence qui suivit fut assourdissant. Iris était pâle, tremblante. Cassien s'approcha et l'enveloppa dans une étreinte protectrice, mais elle se dégagea, se levant brusquement. « C'est mon père ?» demanda-t-elle, la voix montant. « L'homme qui a tué ma mère est mon père ?»« Iris ?» commença Florence. « Non, ça ne peut pas être vrai. Ma mère n'a jamais... Elle n'a jamais mentionné. Elle n'a jamais rien dit sur mon père. Juste qu'il était parti avant ma naissance. » Patricia intervint, sa voix calme mais ferme. « Nous avons trouvé des emails entre Célia et Éric. Anciens, datant d'années. Ils ont eu une relation, brève, secrète. Quand Célia a découvert qu'elle était enceinte, Éric a fait pression sur elle pour qu'elle n'ait pas le bébé. Elle a refusé. Il lui a alors offert de l'argent pour qu'elle disparaisse, qu'elle élève l'enfant loin de lui, loin de sa femme et de sa famille. Elle a accepté. Mais elle a continué à travailler chez Prometheus ? Demanda Cassien, incrédule. Oui, des années plus tard, elle avait besoin du travail. Et apparemment, elle a cru qu'Éric serait assez professionnel pour ne pas causer de problème. Jusqu'à ce qu'elle découvre la fraude, compléta Florence. Et alors il a vu en elle non seulement un témoin dangereux, mais quelqu'un lié à lui d'une manière qu'il ne pouvait pas permettre de révéler. Iris pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il l'a tuée parce qu'elle était la mère de sa fille, parce qu'il avait trop à perdre si le secret était révélé? Personne ne répondit. La réponse était claire dans les documents, dans les preuves, dans la logique froide et cruelle des événements. Cassien s'agenouilla devant Iris et lui prit les mains. « Écoute, je sais que c'est horrible, je sais que ça fait plus mal que tout, mais tu dois savoir, ce qu'il a fait ne te définit pas. Son sang coule peut-être dans tes veines, mais tu es ta mère. Tu as son courage, son honnêteté, son intelligence, tu n'es rien de ce qu'il est. » Iris sanglota. « Mais c'est mon père. Comment vais-je vivre avec ça? De la même manière que tu vis avec tout le reste. Un jour, à la fois. Et tu n'es pas seul, je suis là, Florence est là, on va traverser ça ensemble. » La fillette s'effondra enfin complètement, se jetant dans les bras de Cassien et pleurant comme l'enfant qu'elle était encore, malgré toute la force dont elle avait fait preuve. Il la serra, lui caressant les cheveux, tandis que Florence s'approchait et posait la main sur son épaule, formant un cercle de protection autour de cette âme blessée. Patricia les laissa avoir ce moment. Mais avant de partir, elle laissa un autre document sur la table. « Quand vous serez prêts, lisez ça, c'est important. » Des heures plus tard, quand Iris s'endormit enfin épuisée sur le canapé, Cassien prit le document que Patricia avait laissé. C'était une lettre, manuscrite, de Célia Prado. « Ma chère Iris, » commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Et cela signifie que tu as découvert la vérité sur ton père.
Pardonne-moi de ne jamais t'avoir raconté. Je voulais te protéger de cette douleur. Eric Saldana est un homme brillant, mais c'est aussi un homme vide. Quand je l'ai rencontré, j'ai cru voir en lui quelque chose qui n'existait peut-être même pas. Quand je suis tombée enceinte de toi, il m'a offert de l'argent pour que je disparaisse. J'ai accepté non pas pour l'argent, mais parce que j'ai réalisé que tu serais mieux sans lui. Et j'avais raison. Tu es devenu la lumière de ma vie. La seule chose pure et bonne dans un monde qui semble parfois si cruel. S'il m'est arrivé quelque chose, c'est parce que j'ai découvert des choses que je n'aurais pas dû. Mais je ne regrette rien. La vérité vaut plus que ma sécurité. Et si tu lis ceci, j'espère que tu trouveras Cassien Brandt. C'est un homme bon, un homme honnête. Il t'aidera. Et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, vous trouverez tous les deux la justice que vous méritez. Je t'aime plus que tout au monde. Ne l'oublie jamais. Ta mère pour toujours, Célia. Cassien finit de lire avec les larmes aux yeux. Florence, qui avait lu par-dessus son épaule, était tout aussi émue. Ils plièrent soigneusement la lettre et la gardèrent. Iris aurait besoin de la lire quand elle serait prête. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparation pour le procès. Éric, Marcel, Sylvie et Bernard étaient tous en détention, mais leur défense travaillait sans relâche. Ils engagèrent les meilleurs avocats du pays, qui commencèrent immédiatement à contester les preuves, la légalité des saisies, la crédibilité des témoins. Les médias transformèrent l'affaire en un véritable cirque. Des théories du complot fleurissaient sur les réseaux sociaux. Certains défendaient Éric, disant qu'il était victime de persécutions. D'autres demandèrent sa tête, littéralement. Le pays était divisé, donnant passionnément son avis sur quelque chose que peu comprenaient vraiment. Patricia, cependant, resta concentrée. Elle construisit le dossier méthodiquement, pièce par pièce, anticipant chaque argument de la défense. Elle prépara Cassien, Iris et Dalila pour leur déposition. Elle répéta les questions difficiles, testa leurs réponses, renforça leurs témoignages. « Ils vont essayer de vous discréditer », les prévint-elle. « Ils diront que Cassien cherche à se venger, qu'Iris est une enfant manipulée, que Dalila ment pour se protéger. Vous devez être prêts. » Et ils se préparèrent. Exhaustivement. 3 semaines après les arrestations, le procès commença. Il fut assigné au palais de justice de Paris, dans l'une des plus grandes salles, compte tenu de l'ampleur de l'affaire et de l'intérêt public. Des mesures de sécurité extraordinaires furent mises en place. Des manifestants des 2 camps s'agglutinaient à l'extérieur. Des journalistes de tout le pays se positionnaient pour couvrir chaque minute. Cassien entra dans le tribunal escorté par des agents de sécurité, Iris à ses côtés, lui tenant fermement la main. Florence marchait de l'autre côté, sa posture professionnelle, mais ses yeux révélant la tension. Quand Cassien entra dans la salle d'audience et vit Éric pour la première fois depuis l'effondrement, il ressentit une vague d'émotions contradictoires. Éric était visiblement abattu, maigre, pâle, avec des cernes profonds. Quand leurs regards se croisèrent, Éric détourna immédiatement les yeux. Il n'y avait plus l'Éric confiant, charismatique, juste un homme détruit par le poids de ses propres choix. Le juge, Henri Portelat, un homme austère d'une 60aine d'années, frappa de son marteau et ouvrit la séance. Il lut les chefs d'accusation: fraude d'entreprise, blanchiment d'argent, falsification de documents, corruption, recel de cadavres. Cette dernière accusation fit frémir Iris. C'était la première fois qu'il voyait, formellement écrit, la reconnaissance que Célia Prado ne s'était pas suicidée. Elle avait été assassinée. Les premiers jours furent consacrés à la présentation des preuves. Patricia construisit son argumentation avec une précision chirurgicale. Elle montra les contrats falsifiés, elle présenta les emails récupérés, elle exhiba les tableurs de Célia Prado, elle fit jouer son enregistrement, sa voix résonnant dans la salle dans un silence absolu, faisant essuyer discrètement des larmes à plusieurs personnes. La défense tenta de s'opposer à plusieurs reprises, mais les preuves étaient trop solides. Chaque document avait une provenance vérifiée. Chaque témoin était crédible. Chaque preuve avait été obtenue légalement après la découverte initiale faite par Iris. Quand vint le tour des dépositions, Dalila fut la première. Elle entra en s'appuyant sur des béquilles, se remettant encore de l'accident qui était maintenant officiellement considéré comme une tentative d'homicide.
D'une voix ferme, malgré sa peur visible, elle raconta tout ce qu'elle avait vu pendant ses années de travail chez Prometheus, les mouvements étranges, les ordres qui n'avaient pas de sens, les fois où elle avait interrogé Marcel Vianney et où on lui avait dit de se taire. Il a dit que si je disais quoi que ce soit à quelqu'un, témoigna Dalila, je serais la prochaine à disparaître. La salle entière réagit. Le juge dut frapper de son marteau pour rétablir l'ordre. Ensuite, Raphaël déposa sur les données techniques. Il expliqua en termes que des profanes pouvaient comprendre comment l'algorithme avait été saboté, comment les retards techniques ne pouvaient pas être accidentels, comment les signatures numériques prouvaient qui avaient autorisé chaque opération irrégulière. Puis vint le tour de Cassien. Il se dirigea vers la barre, prêt à serment, et s'assit. Patricia le guida à travers son histoire. Depuis le début de Prometheus, en passant par la création de l'algorithme, jusqu'au jour précédant l'effondrement. Cassien parla avec une émotion contenue, sa voix ne tremblant que lorsqu'il décrivit le moment où il apprit que l'or avait disparu. La défense d'Eric, menée par un célèbre avocat nommé Maître Ottavio Leite, attaqua sans relâche. Elle remit en question les décisions de Cassien. Elle insinua qu'il aurait pu participer à la fraude et tentait maintenant de se décharger de sa culpabilité. Elle suggéra qu'il avait peut-être inventé les preuves. Mais Cassien resta ferme. Il répondit à chaque question avec calme, présentant des faits, pas des émotions. Et quand Maître Leite tenta de le coincer sur la raison pour laquelle il n'avait pas remarqué la trahison de son meilleur ami, Cassien répondit avec une honnêteté dévastatrice. « Parce que je lui faisais confiance, complètement. Et c'est la partie la plus douloureuse de tout cela. Ce n'est pas l'argent que j'ai perdu. Ce n'est pas la réputation détruite. C'est de savoir que la personne en qui j'avais le plus confiance au monde m'a trahi de la manière la plus cruelle possible. » Le silence qui suivit fut absolu. Même Maître Leite sembla sans voix un instant. Finalement, arriva le moment que tous redoutaient et attendaient, la déposition d'Iris. Patricia s'était battue pour que la fillette n'ait pas à déposer, arguant de son âge et de sa fragilité émotionnelle. Mais la défense avait insisté, affirmant que toute l'affaire reposait sur les découvertes d'une enfant et qu'ils avaient le droit de l'interroger. Le juge avait accepté, mais avec des réserves. Il limita le temps, interdit les questions indiscrètes sur sa vie personnelle au-delà du nécessaire, et permit à Florence d'être à ses côtés pendant toute la déposition. Iris monta à la barre. Elle semblait encore plus petite sur cette chaise haute. Ses mains tremblaient légèrement, mais quand le juge lui demanda si elle était prête, elle répondit d'une voix claire « Je le suis ». Patricia la guida doucement à travers les questions. Comment elle avait trouvé le cahier de sa mère, ce qui l'avait motivée à chercher Cassien, comment elle avait déchiffré les schémas dans les chiffres. Iris répondit à tout avec une précision impressionnante, son esprit analytique brillant même sous la pression. Mais quand la défense prit le relais, Maître Leite ne fut pas tendre. « Iris, vous avez 11 ans, c'est bien ça ?»« Oui. » « Et dites-moi, une fillette de 11 ans comprend-elle vraiment les algorithmes complexes et les fraudes financières? Je comprends les mathématiques, et les chiffres ne mentent pas. Mais vous pourriez interpréter ces chiffres de manière erronée, ou peut-être que quelqu'un vous a dit quoi chercher. » Iris le regarda droit dans les yeux. « Personne ne m'a rien dit. J'ai vu les schémas parce que je sais voir les schémas. C'est ce que je fais. » Ou peut-être, continua Maître Leite, sa voix prenant un ton insinuant, êtes-vous utilisé par des adultes qui veulent détruire mon client? C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Iris se leva, ignorant les protestations de Florence. « Votre client, dit-elle, la voix tremblante mais forte, a tué ma mère. Il a volé des millions. Il a détruit la vie d'un homme bon. Et maintenant, il essaie de me faire passer pour stupide ou manipulé parce que je suis une enfant. Mais je ne suis pas stupide. Et je ne suis pas manipulé. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que ma mère a découvert. Et je sais qu'il est coupable. » La salle explosa en murmures. Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises. Maître Leite tenta de protester, mais la passion et la sincérité d'Iris avaient détruit sa stratégie. « Pas d'autres questions, » murmura-t-il en retournant à sa table. Iris descendit de la barre et alla directement vers Cassien, qui la serra dans ses bras alors qu'elle laissait enfin couler ses larmes. Le procès se poursuivit pendant 1 semaine de plus. Témoins techniques.
expert financier. Même la femme d'Éric fut appelée, admettant, entre deux sanglots, qu'elle avait trouvé des emails compromettants des années auparavant, mais avait choisi de les ignorer. Enfin, vint le moment des plaidoiries finales. Patricia présenta un résumé dévastateur. Elle relia chaque pièce à conviction, construisit un récit irréfutable et termina avec les mots de Célia Prado elle-même dans l'enregistrement, laissant sa voix être la dernière à résonner dans la salle avant que les accusés n'aient leur chance de se défendre. La défense se battit, mais il n'y avait aucun moyen de nier le poids des preuves. Maître Leight tenta de faire appel à l'émotion, parlant des années de contribution d'Éric à l'économie, des emplois créés, de la charité. Mais cela sonna creux face à la montagne de preuves. Et puis, de manière surprenante, Éric demanda à parler. Le juge hésita, mais l'autorisa. Éric se leva, ses menottes cliquetant, et s'avança. Il regarda la salle comble, les caméras, Cassien, et enfin Iris. « Je, commença-t-il, la voix rauque, je n'ai pas de défense. Tout ce qui a été dit ici est vrai. J'ai saboté l'algorithme. J'ai détourné l'argent. J'ai détruit Cassien. » Et il s'arrêta, déglutissant difficilement. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Et j'ai ordonné le meurtre de Célia Prado, parce qu'elle avait tout découvert, parce qu'elle était la mère de ma fille et que j'avais peur que cela ne soit révélé, parce que je suis un lâche. » La salle entière était paralysée. Même les avocats de la défense semblaient sous le choc. « J'ai passé des années, » continua Éric, « à construire un mensonge, à me dire que je méritais le succès, que Cassien avait trop, que je méritais plus. J'ai justifié chaque mauvaise action par une meilleure excuse. Et à la fin, j'ai tout détruit, l'entreprise, des familles, des vies, ma propre âme. » Il regarda directement Iris. « Tu es ma fille, et je ne t'ai jamais rien donné d'autre que de la douleur. Ta mère était une femme bonne, meilleure que je ne pourrais jamais l'être. Et toi, tu es tout ce qu'elle était, forte, honnête, courageuse. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite rien d'autre que de payer pour ce que j'ai fait. » Puis, avant que quiconque ne puisse réagir, Éric sortit quelque chose qu'il avait caché dans sa poche. Les gardes se précipitèrent, mais ce fut trop rapide. Il y eut des cris, de la confusion, des gens qui couraient. Quand la situation fut enfin maîtrisée, Éric était au sol, les gardes sur lui l'ayant empêché de justesse de réaliser son intention désespérée. Il survécut. Il fut emmené à l'hôpital sous bonne garde, soigné et renvoyé en prison. Le procès fut suspendu pendant une semaine en raison de l'incident. Mais à sa reprise, le résultat était déjà inévitable. Le juge lut la sentence lors d'une séance qui dura 3 heures. Éric Saldana, 28 ans de prison. Marcel Vianney, 22 ans. Sylvie Dremonde, 19 ans. Bernard Kelloz, 15 ans. Tous avec confiscation totale de leurs biens qui seraient utilisés pour indemniser les victimes de la fraude. Et de plus, le nom de Cassien Brandt fut officiellement blanchi. Toutes les accusations retirées. Des excuses formelles de l'État furent enregistrées. Quand Cassien quitta le tribunal ce jour-là, avec Iris lui tenant la main et Florence à ses côtés, il fut accueilli non pas par des cris d'accusation, mais par des applaudissements. Des centaines de personnes qui avaient suivi l'affaire applaudissaient sa victoire, sa rédemption. Mais Cassien ne ressentit pas de triomphe. Il ne ressentit que de la fatigue, et un vide énorme, là où la joie aurait dû être. Parce qu'il savait que, même si justice était faite, certaines choses ne reviendraient à jamais. Laure était toujours perdue, des années de sa vie détruites, et Iris, malgré toute sa force, porterait à jamais la douleur de savoir qui était son père. La victoire était réelle, mais elle était aussi amère. Et tandis qu'il s'éloignait du tribunal, vers un avenir incertain mais enfin libéré des mensonges du passé, Cassien fit une promesse silencieuse. Il ne gâcherait pas cette seconde chance. Il la ferait valoir. Pour lui, pour Iris, pour Célia et pour tous ceux qui avaient souffert des mensonges d'Éric. La justice avait été rendue. Maintenant, il était temps de reconstruire. 6 mois après le procès, Cassien était assis sur une simple chaise en bois, regardant par la fenêtre de son nouveau bureau. Ce n'était rien comparé à ce qu'il avait eu un jour chez Prometheus Capital. Pas de vue sur les Champs-Élysées, pas de meubles importés, pas de tableaux coûteux au mur. Mais il y avait quelque chose que l'ancien bureau n'avait jamais eu. La paix.
L'endroit se trouvait au premier étage de l'ancien bistrot de l'Étoile du Sud. Monsieur Antoine, ému par toute l'histoire, avait offert l'espace gratuitement lorsque Cassien avait révélé ses plans. Le bistrot au rez-de-chaussée continuait de fonctionner, maintenant rénové et revitalisé avec une partie de l'argent que Cassien avait récupéré lors du procès. Mais l'étage supérieur avait été transformé en quelque chose de complètement nouveau. Une simple plaque à l'entrée annonçait « Fondation Célia Prado, éducation et justice pour tous ». L'idée était née naturellement des conversations entre Cassien, Iris et Florence dans les mois qui avaient suivi le procès. Cassien avait récupéré une somme considérable des biens confisqués à Éric et à ses complices. Ce n'était pas la fortune qu'il avait perdue, mais c'était suffisant pour recommencer avec dignité. Et plus important encore, c'était suffisant pour faire une différence dans la vie d'autres personnes. Iris avait été catégorique. Elle voulait que la mémoire de sa mère serve à quelque chose de plus grand que la justice personnelle. Elle voulait que d'autres enfants comme elle, brillants mais oubliés par le système, aient des opportunités. Et elle voulait que les victimes de fraude financière aient un endroit où chercher de l'aide sans crainte. C'est ainsi qu'est née la Fondation. À l'étage de l'Étoile du Sud, là où tout avait commencé des décennies plus tôt et où tout avait recommencé quelques mois auparavant, fonctionnait désormais un centre de soutien éducatif pour les enfants surdoués issus de familles à faible revenu et un pôle d'assistance juridique gratuite pour les victimes de crimes financiers. Florence avait quitté son emploi dans un cabinet privé et avait pris en charge la coordination juridique. Raphaël Noronha venait 2 fois par semaine pour enseigner la programmation et la logique aux enfants. Dalila Fontes, déjà rétablie, donnait des cours de mathématiques financières. Et Cassien faisait un peu de tout. Il administrait, enseignait, conseillait et surtout écoutait. Cet après-midi de samedi, il y avait 15 enfants dans la salle principale. Leurs âges variaient de 8 à 14 ans, tous identifiés par des écoles partenaires comme ayant un potentiel supérieur à la moyenne, mais sans les ressources pour le développer. Iris était devant la classe, expliquant un problème complexe de probabilité avec une aisance impressionnante. À 12 ans, elle enseignait déjà des concepts que beaucoup d'adultes ne comprenaient pas. Cassien observait de loin, avec une fierté qu'il n'avait que récemment appris à nommer. Une fierté paternelle. Parce que c'est ce qu'Iris était devenue pour lui, une fille. Pas de sang, mais de choix. Et ce choix, avait-il découvert, était infiniment plus fort. La procédure d'adoption s'était terminée 3 mois plus tôt. Iris était maintenant officiellement Iris Prado-Brandt. Elle avait insisté pour garder le nom de sa mère, et Cassien avait non seulement accepté, mais l'avait encouragé. Célia méritait qu'on se souvienne d'elle. Toujours. Ils avaient emménagé dans un appartement modeste dans le Marais, près de celui de Florence. 2 chambres, un salon accueillant, une cuisine où Cassien essayait et échouait souvent de préparer des repas décents. Iris s'amusait de ses désastres culinaires et parfois prenait les commandes, préparant des plats simples qu'elle avait appris de sa mère. Dans ces moments-là, elle devenait silencieuse, perdue dans ses souvenirs, et Cassien respectait ce silence, comprenant que le deuil n'a pas de calendrier défini. La thérapie aidait. Ils en faisaient tous les deux. Cassien pour traiter les années de traumatisme et de trahison. Iris pour faire face à la perte de sa mère et à la découverte troublante sur son père biologique. Leur thérapeute, Dr Sandra, était patiente et perspicace, les aidant à naviguer à travers les décombres émotionnels et à trouver une forme de reconstruction. « Vous ne pouvez pas changer le passé », répétait-elle souvent. « Mais vous pouvez choisir ce que vous en faites. Vous pouvez le laisser vous définir, ou vous pouvez l'utiliser comme fondation pour quelque chose de nouveau. » Ils choisirent la seconde option. Mais tout n'était pas simple. Il y avait des jours difficiles. Des jours où Iris se réveillait en pleurant, rêvant de sa mère. Des jours où Cassien se surprenait à regarder dans le vide, perdu dans ses pensées sur la façon dont les choses auraient pu être différentes. Des jours où l'injustice de tout ce qu'ils avaient traversé semblait trop lourde à porter. Ces jours-là, ils parlaient, parfois même au milieu de la nuit assis dans le salon avec du chocolat chaud, partageant leurs peurs et leurs frustrations. Cassien avait appris qu'il n'avait pas besoin d'être fort tout le temps, que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, et Iris avait appris que pleurer ne signifiait pas abandonner. 1 mois après l'adoption,
quelque chose d'extraordinaire se produisit. Cassien était à la fondation quand il reçut un appel téléphonique. Le numéro était inconnu, l'indicatif d'une autre ville. « Allô ?» Un silence initial, puis une voix féminine, hésitante, qu'il n'avait pas entendue depuis des années, mais qu'il reconnaîtrait n'importe. « Choise Cassien !» Le monde s'arrêta, son cœur s'emballa, ses jambes flageolèrent, il dut s'appuyer sur la table. « Laure ?» murmura-t-il. « Oui. » Des larmes jaillirent de ses yeux sans crier gare. Il pouvait à peine respirer. « Tu es vivante ? Comment ? Où ? C'est une longue histoire. J'ai vu à la télévision, le procès, tout ce qui s'est passé. Je devais appeler. Je devais que tu saches. Où es-tu ? En Bourgogne, dans un couvent. Je suis ici depuis des années. » Cassien essayait de comprendre. Un couvent ? Pourquoi ? Pourquoi as-tu disparu ? Laure prit une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Parce qu'ils m'ont menacé. 2 hommes sont venus chez nous ce jour-là. Ils ont dit que si je ne disparaissais pas, ils me feraient disparaître. Et qu'ils feraient croire que je m'étais fait ça à moi-même. J'étais terrifié, Cassien. J'étais malade d'inquiétude et de peur. Alors j'ai fui. J'ai laissé ce billet pour que tu ne me cherches pas. Et j'ai disparu. Mais pourquoi n'es-tu pas revenu après ? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ? Parce que j'avais peur, parce que je pensais que tu croirais que j'étais faible d'avoir fui. Parce qu'avec le temps, il semblait trop tard. Et puis je t'ai vu aux informations, j'ai vu ce que tu as traversé. Et je me suis détesté de ne pas être resté, de ne pas m'être battu avec toi. Cassien pleurait ouvertement maintenant. Je ne t'aurais jamais blâmé, jamais. Tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. Tu me pardonnes ? Il n'y a rien à pardonner. Tu es vivante, c'est tout ce qui compte. Ils parlèrent pendant 2 heures. Laure raconta ses années au couvent, travaillant avec les religieuses dans des programmes sociaux, trouvant une certaine paix dans la routine, simple et les prières. Cassien parla d'Iris, de la fondation, de tout ce qui s'était passé. À la fin, ils convinrent de se rencontrer. Ils n'étaient pas sûrs de ce que donnerait cette rencontre, s'il y avait encore quelque chose entre eux après tant de temps, tant de douleur. Mais ils devaient essayer. 1 semaine plus tard, Cassien se rendit dans la petite ville de Bourgogne. Le couvent se trouvait au sommet d'une colline, entouré de jardins tranquilles. Il monta l'escalier de pierre, le cœur battant à tout rompre. Laure l'attendait au portail, plus mince, les cheveux plus courts et grisonnants, des rides d'expression qui n'existaient pas avant. Mais c'était toujours Laure, toujours la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années. Ils se regardèrent pendant de longues secondes. Puis, simultanément, ils firent un pas en avant et s'étreignirent. C'était une étreinte de soulagement, de douleur partagée, d'années perdues et retrouvées. « Tu m'as tellement manqué », murmura Laure contre son épaule. « Toi aussi, chaque jour. » Ils passèrent cet après-midi à parler, à se promener dans les jardins, à combler les lacunes de leurs années de séparation. Laure connaissait les détails du procès par les informations, mais l'entendre de la bouche de Cassien était différent. Elle pleura quand il lui parla d'Iris, du courage de la fillette, de la façon dont elle était devenue sa fille. « Je veux la rencontrer, » dit Laure. « Elle va t'apprécier. » « Comment peux-tu en être sûr ?» Cassien sourit, le premier sourire sincère depuis longtemps. « Parce que tu es bonne, et Iris reconnaît la bonté. » Mais Laure avait une hésitation dans les yeux. « Cassien, je ne sais pas si je peux revenir. À Paris, à cette vie. Ici, j'ai trouvé la paix, la simplicité, après tout ce que nous avons traversé. »« Je comprends, » l'interrompit gentiment Cassien. « Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande rien d'autre qu'une chance de reconstruire quelque chose, même si ce n'est que de l'amitié, même si c'est juste de savoir que tu vas bien. » Laure lui prit la main. « J'ai besoin de temps, pour digérer, pour décider ce que je veux. Tout le temps qu'il te faudra. » Ils se dirent au revoir avec la promesse de continuer à parler, de se voir régulièrement, de faire de petits pas vers une sorte de reconnexion. Ce n'était pas la fin heureuse des contes de fées, mais c'était réel, et c'était bien. Quand Cassien retourna à Paris, il raconta tout à Iris. La fillette écouta en silence, assimilant. Finalement, elle demanda « Tu l'aimes encore ?» Cassien réfléchit soigneusement avant de répondre. « J'aime le souvenir de ce que nous avons eu. J'aime la personne qu'elle est, mais je ne sais pas si nous sommes encore amoureux. Je pense que nous devons réapprendre à nous connaître,
après tout ce qui s'est passé. Iris hocha la tête. C'est logique. Et si elle décide de rester là-bas, alors ce sera bien. Savoir qu'elle est vivante et heureuse, c'est déjà plus que ce que je pensais. À voir? Vous êtes une bonne personne, Cassien. Il attira Iris dans ses bras. J'ai appris de toi. Les mois suivants établirent une nouvelle routine. Cassien rendait visite alors 1 fois par mois. Parfois, il restait quelques jours, aidant au travail social du couvent, parlant, reconstruisant leurs liens. Laure vint à Paris 2 fois, rencontra Iris et fut impressionnée par l'intelligence et la maturité de la fillette. Les deux développèrent une relation prudente mais sincère. Pendant ce temps, la fondation grandissait. Ce qui avait commencé avec 15 enfants en accueillait maintenant 43. Des histoires de réussite commençaient à émerger. Une Tam, fillette de 9 ans que la fondation avait accueillie, fut acceptée dans un programme spécial de mathématiques à la Sorbonne. Un garçon de 13 ans qui avait souffert d'un système pyramidal qui avait détruit sa famille aidait maintenant les autres à identifier les fraudes. Les médias restaient intéressés. Cassien avait donné quelques interviews, se concentrant toujours non pas sur sa vengeance ou sa rédemption personnelle, mais sur le travail de la fondation. Des dons arrivaient, des bénévoles se présentaient. L'impact se propageait. 1 an après le procès, Cassien fut invité à donner une conférence dans une université. C'était la même université où des décennies plus tôt, il avait étudié, où il avait rêvé de changer le monde par les chiffres et les algorithmes. Y retourner était étrange, comme de rendre visite à un fantôme de lui-même. L'amphithéâtre était bondé, des étudiants en économie, en gestion, en mathématiques, des professeurs, même quelques journalistes. Cassien monta sur scène avec Iris à ses côtés. Elle avait insisté pour l'accompagner, disant que l'histoire était autant la sienne que la sienne. Cassien commença par parler de la création de Prométhéeus, de l'algorithme des premiers succès, puis de la chute. Il n'épargna aucun détail de la douleur, de l'humiliation, des années à faire la plonge. Un silence absolu se fit dans l'auditoire. « J'ai tout perdu, dit-il. L'argent, le statut, la réputation. J'ai perdu ma femme, ma dignité, mes années. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était la fin, qu'il n'y avait aucun moyen de revenir. » Il fit une pause, regardant Iris. « Mais j'avais tort, parce qu'au plus bas, cette fillette incroyable est apparue, avec un cahier rempli de chiffres et un courage que des adultes 3 fois plus âgés n'auraient pas eu. Et elle m'a montré qu'il est possible de recommencer, que la justice est possible, que la rédemption est possible. » Iris prit le micro. Sa voix était claire, ferme. « J'ai perdu ma mère. J'ai découvert des choses sur ma famille que je n'aurais jamais voulu savoir. J'ai traversé des choses qu'aucun enfant ne devrait traverser. Mais j'ai aussi trouvé un père, une famille, un but. » Elle regarda l'auditoire. « Ma mère disait toujours que les chiffres ne mentent pas, et elle avait raison. Mais j'ai aussi appris que les chiffres seuls ne suffisent pas. Il faut du courage pour les affronter, de l'honnêteté pour les accepter, de la détermination pour en faire quelque chose. » Quand ils eurent terminé, l'ovation fut assourdissante. Les étudiants se levèrent, les professeurs applaudirent, et Cassien, regardant cette salle pleine de jeunes pleins d'espoir, sentit que finalement, après tout, sa vie avait de nouveau un sens. Après la conférence, des dizaines de personnes les approchèrent, des étudiants voulant des stages à la fondation, des professeurs offrant leur collaboration, des victimes de fraude cherchant de l'aide. Chaque conversation était un rappel de la raison pour laquelle tout ce qu'ils avaient traversé en valait la peine. À la fin de la journée, épuisés mais satisfaits, Cassien et Iris rentrèrent chez eux. En chemin, ils s'arrêtèrent chez un glacier. C'était une petite tradition qu'ils avaient développée. Chaque fois que quelque chose de bien arrivait, ils célébraient avec une glace. Assis à une table sur le trottoir, savourant leur glace sous le ciel orangé du coucher de soleil parisien, Iris demanda « Tu es heureux maintenant ?» Cassien réfléchit. Le bonheur était un grand mot, compliqué. Mais quand il regarda la fillette à ses côtés, la vie qu'ils avaient construite ensemble, le travail qu'ils faisaient, il sentit quelque chose de proche. « Oui, répondit-il, pas de la manière que j'imaginais, pas de la manière que j'avais prévue, mais oui, je suis heureux. » « Moi aussi, dit Iris en souriant. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Cassien et Iris a touché votre cœur.
Si vous avez été ému par ce voyage de reconstruction d'un homme qui a tout perdu et a trouvé en la plus improbable des fillettes la chance de recommencer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce quand Iris est apparue pour la première fois avec le cahier? Quand Cassien a découvert la trahison d'Éric? Ou quand père et fille se sont enfin trouvés? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent que même dans les chutes les plus douloureuses, la rédemption est possible. Nous vous attendons au prochain épisode.